Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on critique, on décortique ou on encense les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, je suis en Bretagne, j'évite la canicule, je suis au frais et je suis avec Papy pour vous proposer un super catch-up de l'été. Papy, est-ce que tu es super? Est-ce que tu es catch-up? Est-ce que tu es été? Bonjour petits enfants, mais oui, c'est le super catch-up de l'été. Oh là, on n'arrête pas d'en faire en ce moment. Et moi aussi, là, dans mon magnifique nord, j'échappe à la canicule. Voilà, bien fait pour vous les sudistes. Très bien, j'espère que tu t'hydrates et que les infirmières viennent régulièrement te changer les draps, te les humidifier pour que tu puisses un petit peu t'aérer justement et dans la maison de retraite. L'ambiance est bonne quand même. Ah, c'est bon, mais il change les draps, mais pas que, il change d'autres choses aussi, hein. Ah bah écoute, alors on va voir est-ce qu'on change à la WWE aussi, est-ce qu'on change des choses à la WWE durant cet été. En tout cas, on a une ambiance de feu. Alors c'était peut-être un mauvais jeu de mots vu la situation au Canada durant cet été 2023, mais nous sommes canadiens hein, pour cette semaine. Nous allons parler ensemble du WWE SmackDown du 18 août à Toronto et ensuite du Monday Night Raw du 21 août à Québec, Canada, dis donc. Québec francophone. Et on va expliquer ça juste après. Il y a eu pas mal de clins d'œil, de petites allusions, de petits parlers français de la part de nos Ah superstars oui, favorites. Hein. c'est les francopholies, là. Franchement, pour ceux qui comprenaient pas le français, je pense qu'ils ont passé un drôle de Monday Night Raw. Eh ben écoute, on va y venir, mais d'abord on a ce Friday Night SmackDown à Toronto. Alors un Friday Night SmackDown qui était un peu un one match show, hein, comme on dit parfois. Nous étions à Toronto, nous étions chez Edge, le Rated R Superstar, qui fête ses 25 ans de carrière et qui nous a annoncé donc ces dernières semaines qu'il allait avoir un match contre Sheamus, son pote, ce soir. Et même s'il n'a pas vraiment parlé au micro sur le ring à la WWE, il l'a dit un peu en interview backstage et on le savait et ça bruissait, c'est peut-être son dernier match. En tout cas, Edge, il est en fin de contrat à la WWE. Il sait pas s'il prolonge, il a pas trop envie visiblement de se fatiguer sur le ring. Donc on sentait déjà quand cette soirée allait commencer qu'on allait avoir vraiment une sorte de one night, une sorte de pause dans les rivalités parce qu'on était là pour Edge hein, globalement. Oui, c'était centré beaucoup, beaucoup dessus, là. Ouais, mais il n'y a pas que ça non plus quand même dans SmackDown. On n'a pas fait 1h30 de Edge et on a démarré par la nouvelle garde en quelque sorte. On a démarré par un Grayson Waller Effect avec donc Grayson Waller qui a invité ce soir le nouveau champion des États-Unis, Rey Mysterio et Santos Escobar. Rey Mysterio qui est donc champion depuis une semaine, hein, une grande surprise collective. Austin Theory a perdu son titre. Grayson Waller félicite Rey Mysterio, voilà, Rey Mysterio qui dit c'est cool, hein, c'est plaisant d'être à nouveau champion US. Mais le petit jeune, on sent il s'identifie un peu à Santos Escobar, il fait un peu de projection, il dit mais alors Rey Mysterio, toi t'es vieux, t'es là depuis hyper longtemps et t'es égoïste, tu viens encore nous parasiter, tu viens encore voler des titres, tu as volé le titre à ton copain à Santos, là le petit jeune qui en voulait, qui avait le shot. Il s'énerve, hein, Grayson Waller, donc c'est Santos Escobar qui intervient, qui dit écoute mec, moi je suis très fier pour Rey Mysterio, on est très content, il a pris ma place parce que je pouvais pas y aller. Voilà, Rey Mysterio il dit peu importe finalement qui a le titre tant que c'est dans le Latino World Order. On sent que Santos il est peut-être pas tout à fait d'accord quand même, hein, il aurait bien aimé l'avoir le titre, mais les faits se sont faits comme ça. Austin Theory débarque, lui il est vraiment pas content, évidemment, hein, il dit que c'est un scandale, il était là pour affronter Santos Escobar, il était pas du tout préparé à Rey Mysterio. Il demande à ce qu'on annule le match et qu'on lui rende son titre. Forcément, vu qu'il fait une demande officielle, puisqu'à la WWE c'est comme ça qu'on fait une demande officielle auprès du management, Adam Pearce intervient, mais il est très vite interrompu par LA Knight, avec une énorme pop encore au Canada. LA Knight qui demande tout simplement à affronter Austin Theory pour que le vainqueur de ce match ait un title shot au nouveau titre donc de Rey Mysterio. Donc LA Knight maintenant prend les initiatives, devient lui aussi un booker et Adam Pearce il valide. Donc on va partir sur ce match-là et on part sur ce match-là direct dans la foulée. Alors avant d'aller vraiment se fighter entre les cordes, est-ce que tu as aimé ce Grayson Waller Effect? Euh, pas plus que ça. Alors, c'était. Je n'ai pas forcément apprécié les prestations des uns des autres là-dessus. Mais néanmoins, on peut comme lui trouver un certain dynamisme, puisque ça a quand même lancé finalement ce Friday à SmackDown, qui était pourtant plus, comme tu l'as dit, vampirisé par Edge.
Donc du coup, bon, je, je ne sais dire que dire de plus. J'étais mi-figue raisin. Voilà, j'étais à la fois à me dire bon, c'est pas ouf, mais au moins ça lance quelque chose. Espérons que la suite sera bien. Bon, en tout cas, il y avait du monde qui est intervenu. Alors, sur le ring, sur la prestation plateau, on va dire, je suis un peu comme toi. Les dialogues étaient assez cousus de fil blanc et assez classiques hein, à la WWE. Les gentils qui restent gentils, le méchant animateur qui essaie de semer la discorde. Mais voilà, avec les arrivées d'Austin Theory et de LA Knight, ça nous a un petit peu réveillés. Donc on a eu un match qui a suivi hein, entre les deux, donc un title shot match entre deux catcheurs qui sont un petit peu je dirais pas dans le show, dans le haut de la vague en ce moment. Austin Theory, il était justement un petit peu en déclin, mais là il se réveille. Il nous livre une belle prestation. Alors je suis en train de chercher très exactement le timing de ce match. Je ne l'ai pas. Je sais pas si toi tu as ça sous les yeux. Mais Attends, je vais te hein, retrouver ça. Vas-y, je te laisse ouais, continuer, je vas-y. retrouve ça. Mais si les deux nous feront une prestation assez équitable, hein, on sent qu'il y a une volonté de les avoir tous les deux placés fort. Un Austin Theory qui est toujours d'un physique assez impressionnant, et Knight qui est plus un performeur de mouvement et d'énergie, voilà, et de charisme. Mais nous avons en plus une troisième personne qui intervient, le Miz qui a commencé une rivalité contre LA Knight et qui visiblement veut surtout pas le laisser obtenir sa chance. Donc Austin Theory va réussir à placer un roll-up, un banal roll-up comme il y en a tant à la WWE. LA Knight est furieux, il a perdu son title shot. Austin Theory au moins aura cette opportunité pour rebondir. Et on sent que c'est pas fini entre la mégastar et la superstar de Monday Night Raw. Donc est-ce que c'était pas un peu attendu ça aussi? LA Knight il a gagné sa bataille royale il y a quelques jours. Hein. Il a vendu ça comme étant son gros fait d'armes. Euh, il marque un petit peu le pas. Pas encore de title shot pour le titre US dont il pointe visiblement son intérêt, mais une feud contre le Miz qui va sûrement se conclure par un match et qui, ma foi, n'est-il pas le meilleur rival finalement pour voir ce qu'il a dans le ventre, ce LA Knight, que le Miz? Ouais, sur le coup, j'ai eu un doute. Je me disais, tiens, ils vont commencer enfin à le lancer, les Knights. Puis après, je me suis souvenu qu'il était en réalité que le mise, donc je me suis dit, bon, bah non, il va se faire arnaquer. Puis bah, c'est un peu ce qui est arrivé. Oui, je pense que il faut surtout pas aller trop vite avec les Knights parce que on en reparlera un peu plus tard. Je trouve quand même qu'il affiche déjà pas mal de limites. Donc, alors, après, deux options. Soit on se dit, bon, bah, il a ses limites et puis, bah, du coup, autant miser tout de suite dessus avant qu'ils atteignent. Ou l'autre option, ça serait de dire, bah, on va y aller progressivement avec lui pour justement lui permettre de passer ses limites et d'être vraiment un gars sur qui on peut miser sur l'avenir, quoi. Moi, j'aurais tendance à faire la deuxième option en me disant que je lui laisse une chance de progresser. Je sais que du coup, c'est pas forcément le plaisir des fans qui aimeraient bien le voir tout en haut de l'affiche tout de suite, mais il faut y aller par plusieurs étapes. Et là, on voit déjà que dans le ring, il est pas forcément ultra à l'aise. Au micro, il marche bien que le public, mais bon, faut pas lui laisser trop longtemps parler, sinon bah, il atteint ses limites. Donc voilà, il y a encore du boulot à faire. Et puis bah, un petit match comme ça où il est dans la lumière finalement, parce qu'il fait l'opener de ce SmackDown dans un match de 10 minutes 14, voilà. Ça lui permet d'être à la fois dans la lumière et à la fois de continuer son parcours on va dire de progression au sein de la WWE. Ouais, comme tu dis, c'est une situation pas très courante de voir une superstar qui éclot, mais à un âge déjà avancé. Donc je comprends ce que tu dis sur cette interrogation. Moi, je suis plutôt de ton avis. Enfin, c'est-à-dire, je pense il est déjà un très gros vendeur visiblement. Il est déjà une pop phénoménale. Donc en fait, il est déjà au top. Après, tout dépend ce qu'on appelle le top, évidemment. Est-ce qu'il y a besoin d'en faire un champion, un main eventer de suite, ou alors on se dit que déjà ouvrir les shows, fermer les shows, se retrouver en milieu de show, peu importe, tant qu'il est celui qui réveille tout d'un coup les foules, c'est déjà un angle énorme et on va voir petit à petit, je pense, comment il peut monter. En tout cas, je trouve que l'idée de son adversaire est parfaitement trouvée. Hein. L'histoire s'écrit toute seule, les promos des uns et des autres vont s'écrire toutes seules. Et dans le catch in ring, en général avec le Miz, on n'a pas besoin de faire des étincelles ou de voler en éclats, mais on doit prouver qu'on est solide et qu'on peut tenir l'ambiance. Donc je suis assez fan de cet angle-là et ça m'aurait vraiment déçu quand même pour Théorie de pas le voir avoir une seconde chance et de faire durer un petit peu cette histoire qui est quand même
qui est pas tout à fait passé comme on l'imaginait avec les Mexicanos. Donc autant faire durer un petit peu cet angle-là quand même aussi pour théorie de son côté. C'est assez amusant ce parallèle quand même entre les deux, entre la superstar qui a démarré à même pas 23 ans et qui est en train de se construire aujourd'hui, et puis LA Knight qui arrive à quadragénaire et qui lui aussi doit construire quelque chose. Mais on sent qu'il faut, enfin la WWE je pense compte sur les deux, et tant mieux. Ouais, et puis il y a vraiment les deux profils différents entre le théorie, comme tu dis, qui est un jeune espoir et qui du coup on essaie de le mettre dans des conditions pour qu'il réussisse, et le mec qui s'est un peu fait lui-même son propre parcours depuis qu'il a la WWE, mais qui forcément il a pas les mêmes qualités de base, quoi. Il mise plus sur d'autres trucs, donc c'est intéressant, et je suis d'accord avec toi, c'est autant qu'ils finissent chacun leurs histoires de leur côté, puis c'est aussi sympa de voir que le Miz est devenu un peu le nouveau gatekeeper de la WWE, quoi. Il y a eu Ziggler qui était comme ça pendant un bout de temps, et maintenant, à peu près tout le monde passe par le Miz en tant que première rivalité, quoi. Il y en a fait pas mal là ces derniers temps. Mm, ouais, tout à fait. Le Miz est le portier de la WWE finalement. C'est un rêve pour lui, j'imagine aussi. On va passer quelques temps chez les filles, puisque donc c'est toujours le hasard chez les filles. On a Io Sky qui est championne grâce à son cash-in, grâce à son Money in the Bank win, accompagnée de Bailey, qui est sa pote. Ça, il n'y a plus de remise en question de ça, vraiment. Et il y a Charlotte Flair et Bianca Belair qui sont toujours dans les parages, à savoir qui c'est qui aura le shot et quand et où et comment. Mais là, ce soir, elles font équipe ensemble, Charlotte Flair et Bianca Belair, contre Io Sky et Bailey. Un match assez disputé là aussi. Je n'ai pas trouvé les durées, donc je te laisserai m'en parler. Mais qui finit finalement assez classiquement par Bianca Belair qui chope Bailey, qui lui place un KOD. Et les non-championnes, du coup les challengers qui gagnent, ça plaira pas du tout au Damage Control, qui attaque ensuite Bianca Belair dans les coulisses en essayant de lui péter je sais plus trop quoi, un bras ou une jambe ou quelque chose. En tout cas, Bianca Belair, elle pleure, elle est pas contente à la fin, elle a l'air voilà, on appelle la sécurité, on appelle les docteurs. Donc Bianca Belair est-elle blessée? Bianca Belair est-elle out du jeu? Et est-ce que pour toi on va vers des choses clarifiées là dans cette division féminine, ou c'est toujours un petit peu la pagaille? Je pense que c'est un passage compliqué pour la division féminine en fait, mais qu'ils essaient de manœuvrer comme ils peuvent. Alors la durée du match, c'est 13 minutes 50, donc un autre match de bonne facture sur ce SmackDown, qui effectivement est, comment dire, on voit que c'est pas facile à monter comme histoire parce qu'ils ont plein de contraintes. Ils ont une Io Sky qui manifestement plaît pas le public, mais elle est clairement heel, et il faut pas la faire applaudir. Donc du coup, ils la mettent en scène. La semaine dernière, elle a fait un beatdown. Là, elle fait un match à tag team où il y a Bailey qui du coup, elle va chercher les UE. Et voilà, donc ils essaient de garder ils ont pas envie en fait de passer Io Sky face tout de suite. Donc du coup, ils essaient de faire en sorte qu'elle reste heel. Mais du coup, c'est pas pratique. Et en face, ils ont Bianca et Charlotte qui, elles ont du mal à choper les faveurs du public parce qu'elles attaquent celles qu'on voudrait qu'elles soient face. Voilà, je sais pas si vous avez tout suivi. Mais du coup, c'est pas forcément facile. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que la WWE semble tenir sur ses positions sur ce qu'ils veulent montrer à l'écran. Et notamment aussi Bianca Belair, qui reste comme la figure de la division féminine. Donc, voilà. À voir s'ils tiennent le coup comme ça jusqu'au bout, s'ils vont changer de braquet à un moment. En tout cas, ils gardent leur politique, et du coup, le match du soir allait totalement dans ce sens-là. Ouais, c'est une période un peu bizarre, effectivement, où on a du mal à saisir si tout est voulu, si on s'adapte un peu à la réaction du public, si on sait pas ce qu'on veut faire et on verra, on improvise. Mais en tout cas, ça fait un petit moment qu'on était on l'a vécu nous en direct à Londres, et même avant, depuis WrestleMania, dans une histoire entre Belair, Charlotte, les uns les autres, et qui c'est qui est heel et qui c'est qui est face et qui c'est qui est copain copine, et puis on rajoute Io Sky, mais ça. Pour le moment, ça fait pas partir vers une direction effectivement assez claire. Ça reste, ça ajoute juste un ingrédient dans la soupe. Ouais, une bonne soupe. Une Et bonne une soupe bonne. de passation. Voilà, avant la suite. Voilà, ça dépend si on aime ou pas. Ça dépend si on aime ou pas la soupe. Pendant ce temps, toujours dans une scène tag team, mais ce coup-ci masculine, nous avons un match entre les Street Profits et The OC, donc Gallows et Anderson,
les Street Profits qui sont donc désormais sous un nouveau style, hein, nouveau costume, nouvelle tenue. On n'est plus dans les fanfares, dans les boissons, dans la fête. Hein. On est dans le sérieux et ça se voit sur leur visage. On a un match assez rude, hein, assez stiff, j'ai trouvé, avec des styles variés qui font parler la poudre. Hein. Il y a Dawkins et Luke Gallows qui ont des séquences assez violentes, assez pleines de viande, où ça s'envoie par-dessus les troisièmes cordes. Pas toujours très réussi d'ailleurs des fois, ça botche un petit peu. On a Anderson qui est un athlète assez exceptionnel aussi, mais qui trouve un bon répondant avec son adversaire d'en face avec Montesford. Et finalement, c'est les Street Profits qui réussissent avec une sorte de nouveau finisher, hein, une sorte de power bomb de Dawkins qui en même temps a une sorte de neckbreaker de Montesford. Donc victoire de ceux qui sont désormais visiblement les nouveaux méchants, même si pareil, se dit aussi c'est pas très très clair je trouve comme alignement. Célébration avec Bobby Lashley encore une fois. Donc pour le moment ça a l'air de bien rouler cette nouvelle, ce nouveau mood. Alors, Qu'en dis-tu? est-ce que ça roule bien vraiment? Là-dessus, je suis Ah, partagé mhm. parce que j'ai vraiment l'impression d'être là, on est dans la low card globalement de la tag team. On a, enfin, pas avec les équipes sur le papier, mais avec leur position actuelle, quoi. C'est des équipes, elles ont pas vraiment d'histoire, elles sortent pas vraiment du lot. Là, un match de 3 minutes 12 pour, euh, pour se présenter ce soir, c'est vraiment de très très loin le plus court match de la soirée. Ouais. Et, et voilà, je trouve qu'ils n'ont pas encore trouvé leur position. Alors, les aussi, j'avais déjà dit les semaines précédentes, les aussi, franchement, je ne comprends pas à quoi ils servent. Depuis qu'ils sont revenus, le club là, il a aucune identité, ils racontent rien, voilà. C'est juste des vieux en fait qui sont avec AJ Styles, mais et ça raconte assurance, c'est même pas pourquoi. C'est jamais évoqué leur lien, il n'y a rien. Et puis t'as Michin qui est venu comme ça, puis maintenant qui sert en fait de valet à l'ensemble du groupe, alors qu'il était venu une fois pour dépanner dans un match. Donc c'est vraiment chelou. Et Street Profits, pour l'instant, c'est à peu près pareil en fait. Mais ils sont qu'au début, donc on peut leur pardonner un peu plus. Mais l'association avec Lashley, elle raconte rien pour l'instant. Il y a juste Lashley qui est venu les voir en disant: «Hey les mecs, ce serait bien que vous mettiez des costards.» Et depuis, ils ont l'air pas contents dans le ring, ils serrent les dents, ils font des gros yeux, mais on sait pas trop pourquoi. Finalement, le seul truc que je ressors de ce match-là, je sais pas si c'est un marqueur ou si c'est un hasard. Le finish habituel qui est le splash de Ford n'a pas fait le tomber. Par contre, ils ont été chercher un finish à deux en combinaison de tag team qui lui fait le tomber. Donc, est-ce que du coup, c'est une transition vers un nouveau finish qui serait lié à cette nouvelle tag team, enfin, cette nouvelle personnalité de la tag team? Peut-être que c'est juste le hasard. Alors moi je l'ai plutôt compris comme ça, comme un changement de finisher pour nous dire bah voilà là maintenant on arrête de faire les trucs spectaculaires, on fait un truc un petit peu de méchant. Un petit peu sévère peut-être ton analyse. Alors pour le club slash The aussi, je suis pas tout à fait en désaccord avec toi. C'est vrai que Gallows et Anderson, ça reste plutôt de la low card. Ils ont jamais trop réussi à s'élever là-dessus. C'était sympa de reformer un groupe autour d'AJ Styles, mais AJ Styles, est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il a un contrat plus cool? En tout cas, il est pas souvent là. Il fait pas très preuve de grande ambition, c'est sûr. Bon, après, lui, il peut ne plus avoir d'ambition. Hein. Il a tout gagné, il a tout fait, il a fait tous les matchs. Il a même fini l'Undertaker. Donc, on va dire qu'il fait gentiment une petite fin de carrière de daron, là. Mais c'est sûr que ça aide pas ses camarades, ni Miyayum Michin, ni les tag teams qui pourtant ont du potentiel, je pense, Gallows et Anderson, pour faire des gros matchs solides. Derrière, ils prennent le temps, je pense, avec Lashley, de nous faire comprendre lentement qu'il va se passer des choses, mais peut-être aussi qu'on a un sujet de santé de Lashley qui est peut-être pas opérationnel, mais dont le but, ça serait de faire un troisième membre de la faction, donc on installe ça sagement, mais oui, on démarre en low card. Comme souvent, on fait rebondir des tag teams d'ailleurs, on commence par affronter un petit peu les autres low carders, on monte en grade. Il y a sûrement un plan qui est prévu pour le moment. Vraiment, Oui, on y va tranquillou, quoi, c'est sûr. et non, c'est pour ça, je juge le moment actuel en me disant Tout à qu'ils fait. vont avoir probablement d'autres choses derrière, mais ça serait bien, je pense qu'ils creusent un peu plus ce truc là parce qu'ils ont fait des petits segments backstage, mais vraiment très très courts. Un petit segment micro, je sais pas, un truc un peu plus parce que même si Lashley est pas apte à catcher, il doit quand même être apte à faire du micro quoi. Donc je pense que ça ferait pas de mal.
Ouais, ça serait bien d'avoir Lashley qui parle vraiment au milieu du ring avec les deux autres. Ouais, ça serait sympa ça. Yes. Mais ça ne sera pas pour ce soir. On s'approche déjà doucement du main event. Juste un petit passage dans les vestiaires qui nous annonce, grâce à Paul Heyman, que bah, déjà la Bloodline c'est en pause pour ce soir, hein, parenthèse de storyline, et que Jimmy Uso sera là la semaine prochaine. Et visiblement, il a son regard démoniaque, Paul Heyman. Il sait peut-être des choses, mais nous n'en saurons pas plus. Est-ce que tu as un commentaire Mhm. là-dessus, Papy? Non, si ce n'est qu'effectivement, ils ont fait une grosse parenthèse Bloodline parce qu'il n'y avait absolument rien à raconter ce soir, donc ils ont fait un pseudo suspense. Mais bon, ça serait bien que ça arrête d'être que ce soit que ça arrête d'être du pseudo suspense et qu'il y ait vraiment de vraies avancées dans la Bloodline là. Ouais, il y a eu une petite réaction négative hein, quand Paul Heyman nous a dit Jimmy sera ici même, à cet endroit. Alors j'ai dit putain, il arrive au main event. Et non, c'était à SmackDown la semaine prochaine. Bouh, les Canadiens, ils étaient pas contents. Oui, Mais, bah, ils ont raison. bah, bien sûr, mais ils ont de quoi être contents puisqu'on arrive vers le main event. Donc Edge contre Sheamus. Alors Edge, voilà, il a toute la famille hein, au bord du ring. Il a sa femme, il a ses enfants visiblement. Sheamus, Sheamus, il est pas du tout en terrain conquis. Hein. Il a été hué comme très très rarement. Et les deux hommes nous livrent un main event qui est ce qu'on appelle un match de gala. Hein. Clairement, il n'y a pas d'enjeu plus que ça. Mais il y a une foule qui est en feu. Il y a un charisme et une personnalité d'Edge qui est totalement, bah voilà, qui est la star du public. Des gros moves globalement, même si on sent que Edge est quand même très fatigué, mais ils ont joué le jeu tous les deux. Sheamus a bien joué le heel, même en marquant un petit peu de respect quand même, mais il a tout fait. Il nous a tenté les 10 coups de poing sur la poitrine. Il a été contré. D'ailleurs, Edge a réussi à lui contrer une première fois. Il a réussi à les passer une deuxième fois. Euh, Sheamus a été d'une grande violence. Il nous a même ressorti du placard sa croix gaélique, là, sa croix celte, où il porte Edge sur les épaules et il le jette à l'autre bout du ring. Mais Edge, il a peut-être plus beaucoup de cardio, il a peut-être plus beaucoup d'endurance, mais il a un cœur et il a une résistance énorme. Donc il contrera toutes les tentatives de tomber, nearfall après nearfall, et va réussir à enchaîner quelques spears pour une victoire finale. Alors, une victoire fatiguée, une victoire laborieuse, mais une victoire quand même, et une célébration à la hauteur avec Sheamus qui va quand même le congratuler, le prendre dans ses bras. La foule est au diapason, la foule est à fond. Edge, merci. Est-ce que c'était ton dernier match? On ne sait pas. Est-ce que c'était un match de retraite? On ne sait pas. On s'attendait peut-être à une prise de micro à la fin, mais pas Mm. du tout. On était juste, comme tu l'as dit juste avant, Papy, on profite du moment. Ouais, on a profité de ce moment, de ce long moment, le main event, 19 minutes 03. Bon, qui était attendu. Moi, c'était un peu le pronostic que j'ai fait la semaine dernière en disant, je pense qu'ils vont juste nous faire la belle affiche et puis qu'ils vont effacer un peu tout le reste et puis tout miser là-dessus avec juste du catch et puis juste pour faire plaisir au public. C'est un peu ce qui s'est passé. Euh, le, Si je devais faire un reproche, alors au-delà du fait que Edge, effectivement, je trouve qu'il est en grosse descente physique là depuis un an. Le contraste avec Sheamus, c'était vraiment très impressionnant hein, sur le cardio, les muscles aussi. Hein. Edge, il faisait vraiment très très fin à côté de Sheamus. Bon, c'est un Golgoth, hein, Sheamus. Mais voilà, on sent quand même qu'il est en train de s'affiner, le Edge. Et je regrette un poil qu'ils aient pas plus vendu ce match-là finalement. Parce que en fait, on est sur un match des 25 ans de carrière de Edge, mais qui en réalité, quand on regarde le déroulé, quand on regarde le cadre, le public, Beth Phoenix était en train de chialer tout le match. Et même le segment qui n'a pas été montré, mais qui est micro Edge post-match, qui ressemblait quasiment à un adieu, quoi. Alors, si ce n'est pas un adieu à WWE ou à sa carrière, c'est peut-être un adieu à la foule de Toronto. Et, et je trouve qu'ils n'ont pas du tout mis en avant ça, et qu'ils ont vraiment dit les 25 ans type, bah, c'est ses 25 ans, et puis il est reparti pour 25, tu vois. À aucun moment, ils disent c'est ses 25 ans de carrière, virgule, il va, d'ailleurs, c'est peut-être ses derniers matchs que vous voyez. Et je trouve que c'est dommage parce que du coup, à un moment, je me suis dit merde, j'ai raté un truc. C'est son dernier match de carrière, ils l'ont pas dit, ou je l'ai pas vu, ou j'ai été inattentif. Et puis bah non, en fait, c'est juste que bah lui, il a raconté cette histoire-là dans le ring, mais la WWE ne l'avait absolument pas vendu. Ouais, bah c'est le même sentiment que j'ai en fait. Ce côté, c'est un beau match. Au niveau de l'émotion et de l'intensité, c'est pas un match parfait niveau catch, mais il y avait ce côté
comme si tout le monde sentait et savait, mais ce que personne n'avait vraiment voulu dire. Je pense que c'est probablement lié à Edge lui-même qui sait pas en fait s'il veut arrêter là maintenant ou si dans 3 mois, dans 6 mois, s'il a un petit peu plus d'énergie, s'il se repose, s'il fait la sieste, il pourra se lancer dans une nouvelle feud, une nouvelle road to WrestleMania peut-être ou je ne sais quoi. Mais donc je pense qu'il y a, voilà, il y avait ce côté on n'ose pas graver dans le marbre quelque chose. On n'ose pas dire que c'est son dernier match parce que c'est peut-être pas sûr. C'est vrai que Beth Phoenix au début du ring qui pleure au début, moi je me suis dit, ça nous spoil le truc, ça nous spoil le discours de fin. Il va prendre sa retraite, il va aller embrasser sa femme et il va partir dans le public. Donc ben finalement c'est peut-être ça qui est beau. On sait pas. Il faut qu'on profite parce qu'on sait pas. Ouais, bien sûr, mais je effectivement, le fait que Edge ne soit pas clair, peut-être même dans sa tête sur ce qu'il veut faire, ça facilite pas le fait de faire une annonce. Mais dans ces cas, pas faire une annonce, mais de juste de rappeler, ouais, voilà, après c'était sous-entendu, hein, que bah Edge, ses matchs ils sont comptés, qu'il est revenu d'une énorme blessure, il a quasiment 50 ans. Tu sais qu'il en a vraiment plus pour longtemps, quoi. Mais voilà, je pense que ça aurait été un peu plus bien de mettre ne serait-ce qu'au commentateur. Alors, je crois que Cole l'a un peu fait quand même, hein. À un moment, il a quand même dit bah, Edge, on sait qu'il se posait des questions pour la suite. Alors, je sais plus comment il l'a formulé, mais c'était un truc du genre. Mais c'est vrai que j'aurais préféré vraiment qu'on mette ce cadre-là pour mieux ressentir le truc. Et, et voilà, mon sentiment, c'était vraiment, j'ai l'impression d'avoir loupé un truc en fait. Et c'est ça qui m'a un peu le perturbé. Ouais, comme on dit dans le monde du catch, et ça c'est notre ami Ringside qui le dit souvent, il n'y a pas de retraite dans le catch, donc peut-être que ouais, ça nous perturbe, mais c'est peut-être un peu le but de se dire qu'il ne faut pas se figer dans le moment, il ne faut pas se Oui, partir en se disant, en sanctuarisant ce match et ce moment, en se disant ouais c'est le dernier, c'est le truc. Mais peut-être qu'ils ont, bah voilà, ça a dû être leur choix aux uns et aux autres, surtout à Edge et à la WWE, mais on a fait un moment chargé d'émotions sans trop affirmer des conséquences quoi. Mais bon. exactly. Nous, on doit affirmer des conséquences, papy. On est obligé d'affirmer et au moins d'asséner des notes, un top, un flop et une note pour ce Friday Night SmackDown à Toronto. Avant de passer au Monday Night Raw, je t'écoute. Sois dur, mais sois juste. Bah oui, bah, ça va être compliqué en fait, parce que il n'y a pas grand-chose qui ressort en positif négatif dans ce show. Euh, Dans le négatif, allez, je vais le mettre sur le Jimmy Uso qui sera là next week, qui était un petit peu de clim. Finalement, ils n'étaient qu'à pas le faire, hein, ce segment-là. Si c'était pas la peine de nous forcer à mettre de la Bloodline. Le top, le top. Oh, je suis emmerdé hein, parce que j'arrive pas trop à le laisser là-dessus. Bah, on va le donner hommage à Edge pour ses 25 ans. Voilà. Allez, je vais le donner le top à la carrière de Edge. Voilà. Comme ça, je joue un petit peu sur les mots et ils ont remonté pas mal de clips. Et c'est vrai que 25 ans, et enfin, on imagine quoi. Il a commencé au début des années, à la fin des années 90, quoi. Le siècle dernier, il a commencé Edge, sa carrière. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de toujours le voir sur nos écrans. Et ma note, je vais mettre un simplement 2,75 parce que bah, il y a eu des bons matchs quand même. Hein, c'est pas dégueulasse dans le ring, mais globalement niveau histoire, c'était un épisode hors série, j'ai envie de dire. Il y a très peu de choses à raconter et on en parle tout là. Il y a des histoires sur lesquelles on voit qu'ils hésitent un peu à se lancer, donc bah du coup ça n'avance pas trop. Et je pense que demain on aurait fait, enfin si on avait fait ce show en house show ou un show spécial là, comme les Saturday Night Main Event, je sais pas quoi là sur le network, et bah ça aurait été pareil parce que il y a pas grand chose qui était marquant dans ce show hormis le fait des 25 ans de Edge en eux-mêmes. Ouais, je pense que tu as cité le bon mot, c'était un hors-série. C'était un peu une parenthèse, c'était un peu une pause hors du temps et on va dire le curseur Bloodline est un bon exemple, hein, puisqu'en général c'est eux qui amènent SmackDown semaine après semaine et là ils étaient en pause. Donc c'est difficile de le noter et de le juger, je suis d'accord. Moi je mettrais peut-être, c'est sévère hein, encore une fois de mettre des flops à nos amis les filles, mais ouais, oui quand même, je vais quand même le faire. Désolé les filles. Flop pour la scène féminine qui est toujours pas très très claire.
Et un top, oui, on va faire de même, un top à Edge, de porter cette passion et cette énergie. Et tous les clips étaient assez émouvants, oui, je trouve, dans le storytelling de ce garçon passionné vraiment depuis le millénaire dernier, même, papy. Bon, Oui, ce qui pouvait conforter d'autant plus dans un dialogue ou un speech final, mais non, on n'aura pas ça. Mais en tout cas, bravo Edge, et merci à toi, et peut-être à une prochaine fois. En tout cas, moi je vais mettre un petit 3 parce que quand même ça reste un show qui va marquer un tout petit peu l'histoire. Parce que voilà, on aura eu le dernier match d'Edge à Toronto, ça avait l'air d'être sûr et acquis. On sait que Edge, quand il est revenu de blessure, ce qu'il disait beaucoup, c'était qu'il a envie de finir dans ses termes, in his way, dans sa oui. décision, et pas être cassé en plein vol par une blessure. Et là, ça ressemble vraiment à ça, hein. Il a son adversaire qu'il a choisi, son pote, chez lui. Donc si c'est pas son dernier match, en tout cas, il travaille un peu sa propre légende et ses propres moments de fin. Donc c'est mérité, et félicitations à lui. Bravo Edge, je suis d'accord avec toi, ça correspond effectivement à son discours de dire je choisis ma fin de carrière. Exactement. Quant à nous, papy, on ne choisit pas notre fin de carrière, on continue. Il n'y a pas de retraite dans Catch-Up non plus. Ah! Eh ben oui. Eh ben désolé. On prend l'avion et on s'envole jusqu'à lundi soir. Et nous voici chez nos amis les Franco-Canadiens. Nous sommes à Québec. Tu connais Québec? Es-tu déjà allé à Québec, papy? Tabernacle? Absolument pas. Mais Ah, j'ai cru ben, comprendre que Québec se trouve au Québec. eh ben, exactement. Moi non plus, je n'y suis jamais allé. Comme ça, on est entre spécialistes. Si vous êtes allé déjà à Québec ou au Québec, n'hésitez pas à le dire en commentaire et racontez-nous votre top, votre flop et votre note du Québec. Allez-y, tiens, ça c'est tout nouveau à Ketchup, mais on va faire ça maintenant. On va essayer de lancer ça, ça va durer une semaine, je sens, mais le top, flop et note des villes où il y a la WWE. Ça, Voilà. on va aller loin, hein. Je suis pas sûr On qu'on va ait se faire beaucoup plein de de, copains, voilà. ouais, je suis pas sûr qu'on ait beaucoup Insistez bien sur le d'auditeurs, hein. flop, hein. Ouais, le flop, ouais, c'est vide de merde, crado, tout ça. Bon, bah, c'est chaud, hein, c'est chaud Québec, hein, c'est hyper chaud, évidemment, et c'est encore plus chaud quand c'est ouvert par Sami Zayn, évidemment. Quel pop pour Sami Zayn qui nous introduit en français. Mesdames et messieurs, bienvenue à Monday Night Raw. Il peut même pas parler en fait, Sami Zayn, il a ses chants olé 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 qui durent des minutes et des minutes. Et au moment où il essaye un tout petit peu d'ouvrir la bouche, eh ben, il est interrompu par le Judgment Day qui arrive, qui est pas là pour rigoler, hein. Le Judgment Day, ils ont pas trop l'air d'aimer le Québec. Ils sont tout renfrognés. Pourtant, ils sont plutôt bien sortis la semaine dernière, hein. Ils avaient fini sur le ring dominateur et heureux. Et ben là, les revoilà. Ils comprennent pas qu'il faille encore tabasser un petit peu le rouquin là. Donc on a Dominique, Finn Balor, Rhea Ripley et Damian Priest. Ils entourent le ring et Sami Zayn il leur dit mais les gars, est-ce que vous croyez que entre n'importe quelle ville du monde, chez moi ici au Québec, je serais venu tout seul? Et là, le stade explose à nouveau parce que Kevin Owens débarque. Grosse pop pour Kevin Owens qu'on n'avait pas vu depuis quelques semaines et qui se fait plaisir, hein, qui met un gros pain à Dominique Mysterio, qui envoie dehors Finn Balor. Damien Priest, pendant ce temps, essaye de choper Sami Zayn pour un chokeslam, mais non, il le rejette, il lui fait un stunner et le public est en feu. Et Kevin Owens prend le micro et il leur dit les gars, ce soir, on va faire un petit match ici à Québec et on vous prend, nous tous les deux, contre les deux que vous voulez du Judgment Day. On vous laisse choisir. Allez, c'est parti. On a booké notre main event. On a une grosse intro. On a une grosse pop. Est-ce que c'est pas un bon moyen quand même de lancer un show, ça? Oui, oui, bah oui, ça marche bien, ça. Et puis c'est les valeurs sûres de Raw, hein. Le jeu Monday, les Canadiens. On verra un peu plus tard dans le show Cody et Rollins. Si, avec tout cela, je pense qu'on a les tauliers de Monday Night Raw, ceux avec qui tu peux faire tous tes openers, tous tes main events pour les 6 prochains mois, quoi. Donc c'est assez tranquille. On parlait tout à l'heure sur SmackDown sur l'effet un peu house show de Toronto. Bah là, rebelote, hein, à Québec, hein. Ça sera 3 heures de house show, non pas 2. Avec du français, en veux-tu, en voilà. C'est peut-être ça qui a vexé le Juvende, parce qu'ils parlent espagnol comme la moitié du temps. Ils se sont dit merde, on comprend rien. Mais bon, c'était en tout cas, comment dire, bien chaud. Et à ce moment-là, je ne dévoile pas encore la fin de mon avis, mais à ce moment-là, j'espérais quand même que ça lance une soirée de folie. Ah, on va voir si ça lance une soirée de folie. En tout cas, on a un gap là à nouveau. On a comblé notre main event. Il faut y arriver. Et d'ici là, on va un petit peu régler les affaires des matchs qui ont été décidés les semaines précédentes. Donc le New Day est de retour, vous le savez, Kofi Kingston et Xavier Woods, et il défie Drew McIntyre et Matt Riddle, qui se cherchent tous les deux, encore une fois. Matt Riddle, il est 2 ans après
ou 3 ans même après RK Bro, il lance une nouvelle opération séduction. Là, il s'est trouvé un nouveau copain, un nouveau partenaire. Donc McIntyre, qui nous fait un peu comme Randy Orton au début, hein, il est un peu sceptique. Mais bon, bah, les 4 hommes sont professionnels, hein, ils vont nous livrer un match in-ring comme ils savent le faire, avec le New Day qui retrouve ses classiques aussi, ses prises à deux, là, ses prises dans le coin, un petit peu son tabassage. Malheureusement, et alors que la perf était plutôt agréable, je trouve, tout d'un coup, alors que Matt Riddle désespère un peu et cherche le hot tag, eh bien, c'est bien ça, hein, c'est Drew McIntyre qui se fait attaquer à l'extérieur, si ma mémoire est bonne, qui se fait en fait enlever du coin du ring Oui, pour pouvoir voilà, faire le c'est tag, et tiré. voilà, et il se fait tirer hors du ring par Eric des Viking Riders. Bon, les New Day, ils n'ont pas vu, à savoir s'ils en auraient profité par fourberie ou pas, je ne sais pas, ça dépend des époques des New Day. Mais en tout cas, Kofi Kingston réussit à placer un Trouble in Paradise qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mais qui continue de pas vraiment m'enthousiasmer comme finisher, hein, sur Matt Riddle. Mais enfin, Matt Riddle, voilà, il est KO, il est couché. Le New Day gagne pour leur retour, hein. Ils sont en train de marquer un petit peu leur empreinte à nouveau sur le show. Par contre, les Viking Riders, eux, ils ont aidé personne, hein. Ils sont venus attaquer tout le monde. Ils attaquent tout le monde, mais il en suffit d'un seul pour les dégager. Drew McIntyre se réveille et il envoie à peu près les 2 Viking Riders à l'extérieur et les fout dehors. Et il est costaud, hein, Drew McIntyre, il est très impressionnant. À tel point qu'un peu plus tard dans les coulisses, on reverra tout ce beau monde, on verra Drew McIntyre et Riddle qui discutent. Ce Riddle, il est toujours en train de séduire son partenaire. Drew, il dit que ça marche pas, hein, ça marche pas. Il est pas convaincu. Drew, il préfère repartir en solo, mais les New Day débarquent et leur disent, mais les gars, vous avez du potentiel, il y a un truc, il leur trouve même un nom de tag team, McIntyre et Riddle, ils devraient s'appeler Mac Riddle, et il leur propose tout simplement de se revoir, de se refaire une revanche un de ces jours. Donc Riddle, il est très content, il dit vas-y, tu vois, on devrait faire ça, et Drew McIntyre, il est un peu exaspéré par Riddle, mais on le sait, hein, on a déjà vu cette histoire, il va dire oui. Qu'est-ce que t'en penses, papy? Il va dire oui. Est-ce que t'es content, Il toi? va dire oui, il va Tu dire dirais oui, oui? et la question qu'on peut se poser, c'est que tu veux tout à l'heure, c'est sur New Day, je commençais par eux en fait, Mm. puisqu'ils étaient extrêmement agressifs la semaine dernière, hein, quand ils avaient défié Riddle et McIntyre en mode vous n'êtes pas une vraie équipe, tout ça, limite on vous respecte pas, on va vous donner la leçon. Euh, et par contre là, totalement babyface, ah, les copains, vous êtes bien battus, tout ça. En plus vous avez un peu aidé, on a une idée d'équipe et tout continue ensemble. Alors qu'effectivement ils en ont bénéficié officiellement sans le voir, mais officieusement est-ce qu'ils l'ont pas vu, comme tu dis, hein, ils ont déjà été fourbes dans le passé, donc je reste. Alors je ne sais pas si c'est juste mal joué, que d'un coup ils passent de très très pas content à très très content, ou si c'est juste que justement ils sont en train d'essayer de nous embrouiller. Je t'avouerais que la deuxième option me plairait assez. Je trouverais qu'ils aient quelques idées derrière, que c'est pas juste que qu'ils gèrent le truc à la petite semaine. Et concernant les comment ça s'appelle les Mac Bro, non, les Mac Riddle. Mac Euh, Riddle. on retrouve un peu le schéma avec Orton. Les Viking Raiders, c'est pas du tout à leur niveau. Je pense que du coup, enfin, moi j'aurais tendance à comment ça s'appelle, à me dire qu'en fait c'est un plan beaucoup plus long terme. Alors peut-être du coup avec une rivalité Riddle McIntyre contre les New Day, mais qui ferait suite justement à ces petites embrouilles de copains pas copains. Oh c'est peut-être parti pour ça. En tout cas, les Vikings, ils sont sur une drôle de positionnement, je trouve. Ils sont très low cardeur en soi, parce qu'ils perdent beaucoup, mais ils tirent vers eux les autres tag teams, hein. Ils les attrapent comme ça et ils les tirent un peu vers le bas. Ce qui est vraiment étonnant, parce qu'ils ont eu des belles périodes, je trouve, des beaux matchs, des belles feuds. Là, ils servent vraiment pas à grand chose. Ils sont taiseux, ils sont méchants, ils sont vilains. Bon. Mais c'est marrant, alors moi j'y vois, c'est peut-être juste une envie personnelle, mais j'y vois presque un teasing. On ne sait pas s'il reviendra, Randy Orton. Les rumeurs disent qu'il est tout cassé et qu'il ne doit pas catcher, mais ça me paraît tellement copier-coller en fait, que j'imagine mal qu'il n'y ait pas un moment Orton qui débarque, genre au moment où enfin Drew McIntyre et Riddle s'entendent bien, ou enfin ils arrivent à gagner un truc, qui est Orton qui débarque. Et qui à Payback ou je ne sais pas où et qui disent qu'est-ce qui se passe là, tu m'attends pas, et l'autre qui dit non, je peux pas t'attendre, je peux pas passer ma vie à t'attendre, enfin une sorte de bromance tragique, Un bro mais divorce, hein. ouais, un bro divorce, voilà, parce que sinon c'est vrai que en tout cas pour le moment on est forcément loin du main event tag team, mais c'est vrai qu'en plus vu qu'on est dans une période où on a des champions unifiés et qui sont bien occupés aussi par le Judgment Day,
Tout ça, ça va prendre du temps et ça va se faire step by step. Mais bon, j'espère beaucoup de choses pour Drew, que je trouve, lui, pour le coup, physiquement, au très très haut niveau. En termes de charisme et de personnalité, il a l'air d'être motivé, là, de vouloir y aller, de vouloir Il marche repartir bien dans. auprès du public, hein. Il Le marche bien public est auprès du toujours ravi de le public. voir. Ouais, et je pense qu'il a l'air vraiment gourmand de repartir sur un run assez haut, là. Donc, peut-être qu'on est en train de le construire sagement et intelligemment. Et pour peut-être du solo en début d'année prochaine, ça serait chouette, ça. Et ça ferait du bien, je pense, en plus. À la title picture, on en parlera un peu avec le main event, mais d'avoir d'autres têtes qui sortent un peu plus du lot maintenant. Tout à fait. Alors il y a une petite tête qui sort du lot depuis quelques semaines. C'est ce JD McDonald qui est partout. Cette espèce de petit Européen, le petit Irlandais, qui est en interview et qui nous dit voilà qu'il n'est pas là pour foutre le bordel dans le Judgment Day. Parce qu'il y a Finn Balor qui est là avec lui. Ils sont tous les deux. Ils sont interviewés par cette nouvelle intervieweuse aux jolis yeux qui s'appelle Jackie Redmond et qui disait que bah voilà pourquoi est-ce que c'est pas un peu des tensions là tout ça. Donc, ils assurent que non, mais Rhea Ripley débarque. Ils disent écoutez, les gars, là, il y a un main event ce soir. On est tag team. On a deux gars à trouver. Venez, on va parler. Il faut qu'on choisisse les deux. Donc, ils y vont, sauf que Rhea, elle dit non, non, c'est Judgment Day only. Donc, elle ferme la porte à McDonald, qui est pas encore admis dans le club. Donc il essaye. Il tend pas de blanche, là, le petit McDonald. McDonald, je sais pas comment on prononce. McDonough. McDonald. McDonough. Mais non, est-ce qu'il veut, pour l'instant, officiellement, il ne veut pas, il ne fait pas acte de candidature puisqu'il dit T'as toujours raison. qu'il est là en tant qu'ami que Finn Balor et qu'il ne cherche absolument pas à s'intégrer au Judgment Day. Ça reste une histoire parallèle, en fait, finalement, est-ce qu'il est là juste pour faire briller, mettre en valeur la distinction au sein du Judgment Day ou est-ce qu'il y a vraiment un plan sur lui? Moi, ça me ferait plaisir que ce soit les deux. Mais je ne sais pas, hein, j'arrive pas encore à me faire une idée définitive dessus. Eh bien, nous serons prochainement, probablement. Nous serons dans les prochaines semaines, et peut-être dès ce soir, on aura un petit peu de clarté sur les intentions de JD s'il veut intégrer le JD. Mais avant ça, il y avait quand même un gros événement ce soir. Ah bah oui. Ah ouais, il y a un gros match qui est annoncé depuis quelques temps et qui est très attendu. C'est le titre intercontinental. Gunther, l'un des plus impressionnants champions intercontinentaux de l'histoire, remet son titre en jeu contre Chad Gable. On a le droit, j'ai trouvé ça très sympa, à deux beaux segments avant le match. Gunther, face de méchant, regard droit qui nous dit qu'il est là pour marquer l'histoire de la WWE et que Chad Gable, il a son petit moment, mais qu'il va surtout pas réussir à profiter de lui pour briller et que ce soir, il met fin à son conte de fées, son fairy tale. Et Chad Gable, lui, il est interviewé juste avant de monter sur le ring, mais il est couvert d'amour. C'est une belle façon de motiver quelqu'un par Otis qui le remercie d'être allé le chercher, de l'avoir aidé dans l'Alpha Academy. Maxine qui nous dit qu'elle aurait jamais imaginé devenir compétitrice, entre parenthèses peut-être nous non plus, mais qu'elle est fière en fait d'être dans ce clan. Donc c'était émouvant, non? C'était touchant ce moment d'amour envers Chad Gable avant qu'il s'élance sur le ring. Ouais, surtout qu'en plus, alors Maxine un peu plus, mais Otis, c'est quand même un gars qui est très très rarement au micro, hormis pour faire un peu le couillon, quoi. Donc, c'était sympa à voir ce petit. De les voir un peu sortir de leur coquille pour nous prendre une autre face, en fait, de ce petit clan. Ça a bien marché, je trouvais, pour nous redonner vraiment envie de voir, enfin, nous donner encore plus envie de voir ce match. Un match que le public attendait aussi, je pense. Ils étaient chauds. Et puis là, on a affaire à deux très grands catcheurs, chacun dans des styles respectifs évidemment très très différents. Et on a eu un match très très disputé avec un Gunther, bien sûr, qui nous fait claquer la poitrine de Gable avec des atémies pendant que l'autre sautait du turnbuckle ou ce genre de choses. Des closest line, là, il y en a eu une au milieu du ring là, qui était assez monstrueuse. Mais Gable se laisse pas avoir. Gable est résistant, Gable survit, Gable surgit. Gable place des German suplex. Il soulève Gunther là au milieu du ring comme si c'était facile. Il va aussi tenter de le tordre dans tous les sens avec les jambes, lui faire des ankle locks. Et puis plus le match avance, plus c'est partagé. On va même partir à l'extérieur du ring. On s'envoie dans le poteau, on s'envoie dans les barricades. Et tout d'un coup, Gable chope Gunther et lui fait une German suplex de folie qui fait passer à travers justement la rambarde de sécurité. Là, il l'envoie chez le timekeeper et chez l'annonceuse. Et en fait, l'arbitre était en train de compter 6, 7, 8, 9. Gable se précipite
et Gunther est out. Donc Gable gagne le match. Victoire de Chad Gable, mais par des comptes à l'extérieur. Et ça, les compères d'Imperium se précipitent d'aller voir de suite l'annonceuse pour qu'elle précise que le champion, toujours champion, bah, c'est Gunther. Mais Gunther, il n'est pas content de ça. Il veut pas de ça. Et en coulisses, on le reverra plus tard, pareil, de s'énerver contre ses partenaires. Et clairement, visiblement, celui qui a l'air d'être un petit peu dans le mal, bah, c'est Giovanni Vinci qui reste un peu comme deux ronds de flanc, alors que Ludwig Kaiser, lui, il essaye de remotiver aussi tout le monde. Impressionnant match, j'ai trouvé, et puis une issue bah, qui nous laisse clairement dire que c'est pas fini. Donc on sait que Gunther s'approche du record. Peut-être que c'est une bonne idée, je pense, de faire traîner cette feud jusqu'au record Mm. dépassé, puisque on sait qu'ils vont le laisser avoir ce record, mais du coup, ça veut dire qu'on peut quand même imaginer, presque rêver, que Chad Gable batte Gunther une fois ce record passé. En tout cas, officiellement, depuis qu'on est dans le main roster, Gable est le premier catcheur en solo à avoir battu Gunther. Hein. C'est une victoire par des comptes externes, mais c'est une victoire quand même, papy. Hein. C'est une victoire quand même, et ils l'ont rappelé. Tu le rappelles aussi, et je suis totalement d'accord avec ton analyse, où en fait ils sont en train de nous étaler finalement cette rivalité pour tenir jusque, comme ils ont dit qu'il restait 2 semaines, je crois, jusqu'au record. La semaine prochaine, et ben il va certainement, enfin, je crois que c'était annoncé. Oui, c'est annoncé un peu plus tard dans le show. Il y aura un Ludwig contre Chad, donc ça Ok. sera pas encore la revanche. Mhm. Mais il y aura certainement la revanche le jour du record ou la veille du record, ça serait bien que ce soit la veille quand même, pour pouvoir dire la dernière chance pour pas qu'il le batte en fait. Et je le vois gros comme une maison que ça se passait comme ça, histoire de. Parce que on avait parlé de l'attrait de Triple H pour les records, mais il y a encore un plus gros attrait sur le fait de les mettre en valeur, quoi. Hein. Donc là, ça Ouais. serait la meilleure mise en valeur d'avoir un match. Il avait fait le coup avec les Usos versus le New Day. Donc j'avais regretté d'ailleurs ils avaient balancé ça en opener du show, alors qu'ils auraient dû le mettre en main event. Et je pense qu'il va faire rebelote là avec un match, le match pour casser le record qui sera pas, qui sera certainement pas cassé, mais bon, au moins il rallonge la sauce pour laisser d'espoir, et puis du coup il en profite aussi pour donner une première victoire de Gable sur Gunther par des comptes extérieurs certes, mais bon, qui fait qui peut faire penser que du coup il va y arriver. Certainement que Gable va gagner la semaine prochaine contre Ludwig. Et puis le prof Giovanni Vinci qui prend tout dans sa gueule, bah, ça peut mériter. En même temps, il est muet ce gars. Donc bah quand tu sais pas sur qui tomber, tu tombes sur le mec qui va pas te répondre. C'est beaucoup plus simple. Oui, on verra ce qu'il arrivera pour Giovanni Vinci. Mais moi, je suis très très ravi de cette FUD. Je la trouve vraiment chouette. C'est hyper mérité pour Gable. Les American Alpha, ils tiennent quand même, on va dire, la mid-card, et avec brio et avec qualité. Donc ça fait plaisir, et on sent que tout le monde se régale, je pense. Donc c'est très plaisant à suivre. Et Gunther, effectivement, va aller vers un record. Ils en parlent un petit peu, pas tant que ça, je trouve, mais c'est un petit peu quand même. Enfin, en tout cas, ils en parlent sans mettre en avant l'ancien détenteur du record dont tout le monde se fout un petit peu, hein, le Honky Tonk Man, mais on sent que là on a vraiment affaire à ce que la WWE et au moins Triple H visualise comme ce qu'est un champion intercontinental. Hein. Ça, il est européen, il est costaud, il est méchant, et puis bah, il va battre des records, quoi. Voilà. Et il marque l'histoire. C'est important. Il marque l'histoire, il est parti pour. Le Judgment Day, lui, continue de chercher à marquer sa patte. On les retrouve en coulisses dans une espèce de salon chill dark qui a l'air de leur plaire. Ils savent pas qui doit être en tag team contre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors, ce qui est très drôle, c'est que Finn Balor il dit bon, ça devrait être moi et Dominic Mysterio. Puis Damien Priest il dit bon bah sans offense hein, mais moi je suis senior Money in the Bank. Dominic Mysterio il est champion d'Amérique du Nord. Ça serait mieux qu'on soit les deux champions en tag team. Donc, du coup, Baylor, il est pas content et demande l'avis à Dominique. C'est fou que ça soit Dominique qui soit celui Le que tout... pauvre Dominique, il avait pas envie il était mal barré. Hein. Ouais, tout le monde se dispute Dominique, c'est celui que tout le monde veut. Et il est là, non, moi, je sais pas, maman, aide-moi. Alors RP a dit, bon, c'est bon, moi, de toute façon, j'ai d'autres choses à foutre. Vous vous démerdez. Ou alors, quand je reviens, c'est moi qui décide. Donc là, on a de la vraie maman. Hein. On est d'accord que... Ouais, maman, elle a pris la main sur le truc là quand même. Hein. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que c'était drôle parce que et là les personnages étaient vraiment très très euh, comment dire montrés en avant avec un Dominique qui est devenu le petit flippette là. Et c'est marrant parce que tu vois dans le ring à chaque fois il fait style, il se la raconte et tout. Et puis en fait tu vois que dans les segments backstage là quand il est juste avec ses potes et ben lui c'est le petit merdeux quoi. Il ose pas l'ouvrir et maman qu'est-ce que tu veux s'il te plaît vas-y. Et elle par contre Réa qui est la patronne du Jugement de Day.
bon, qu'on sent comme depuis pas mal de semaines maintenant, voire 2 mois. Elle a pris le contrôle sur ce clan. En même temps, c'est le qui a le titre le plus prestigieux. Et puis bah les deux autres là, Finn et Damien, qui veulent plus se piffrer du tout. C'est de plus en plus ouvert le conflit entre les deux. Et bah c'était on va dire une belle séquence pour bien le mec qui suivait pas depuis quelques semaines, il a bien compris qui était qui dans le jeu de Mandela en quelques instants. Ouais, je sais pas s'il y avait des estivants qui ont raté, mais en tout cas, si vous êtes à ce niveau-là, peuple de ketchup, maintenant vous savez, c'est vraiment le pilier hein, quand même, le Judgment Day de Raw, hein, on peut pas dire autrement, puisque les superstars sont toutes interviewées à ce sujet. Cody Rhodes est en interview en coulisses à propos de la semaine dernière, et Cody Rhodes, bah, il veut de la pop. Parce qu'il n'a pas de programme ce soir, Cody Rhodes, c'est assez étonnant. Donc il amène Baron Saxton avec lui dans le ring, enfin dans le Voilà. stade, hein, sur la rampe de lancement, et il vient parler en français. Alors, de quoi voulez-vous parler? Voilà, what do you want to talk about? Et bon, en fait, sur le moment, j'étais un peu déçu parce qu'il n'a pas dit grand-chose, Cody Rhodes, donc je me suis dit, tiens, il est un peu en vacances là, il est juste venu dire coucou et avoir sa petite pop. Hein. Oui, bah, mais ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus grand chose à dire Cody Rhodes quand même, hein. Il Bah, est c'est pour ça qu'il demande à entre ce qu'on plusieurs le lance. rivalités et il va Finalement, chercher de la pop. ouais, finalement, sa catchphrase, c'est il cherche des sujets. Hein. De quoi vous voulez parler, les gars? Parce que moi, Parce que moi j'ai rien à dire, donc ouais. ça serait sympa que vous combliez un petit peu le blanc là, les gars. Mm. Non, il sait pas trop quoi faire. C'est vrai qu'il est le gentil face, voilà, qui vient aider ses copains, mais bon, il s'est embarqué dans cette histoire avec le Judgment Day. Écoute, ça a l'air de l'occuper. Bon, au moins, il a parlé français, un effort que n'a pas fait Shinsuke Nakamura du tout. Shinsuke Nakamura, il est même pas venu. Hein. Shinsuke, il a parlé japonais parce qu'il est méchant maintenant, donc du coup, il parle en japonais, il se fait pas chier. Honnêtement, c'est peut-être pas plus mal. De toute façon, on a les sous-titres en anglais. Donc, il nous fait un truc un petit peu dark là, où il nous dit que bah voilà, il connaît Seth Rollins, il connaît sa joie, il connaît ses succès, mais que Seth Rollins, il a mal, il souffre, il a des blessures et que ben il souffre avec il a ses enfants, il a sa fille, il a sa femme, mais qu'il souffre quand même en permanence et que ben maintenant Nakamura, lui, il a quelque chose à faire, il a un objectif à atteindre. En gros, il doit atteindre ce qu'il veut faire. Hein. Il est pas satisfait de ce qu'il a fait jusqu'à présent et il le fera et il va battre Seth Rollins à Payback puisque l'affiche est officiellement validée. Et je vais en parallèle parler aussi de l'interview que l'on aura plus tard de Seth Rollins. Un interview assez étonnant hein, où Seth Rollins, il est triste, on dirait presque qu'il est au point de pleurer, qui dit bah oui c'est vrai, j'ai mal, j'ai des douleurs, j'ai des blessures, j'ai des fractures même. Il dit il sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps il pourrait être champion, jusqu'à quand ça va tenir. Bon mais c'est le métier, c'est comme ça. Mais bon par contre il est pas très très fan que Nakamura parle un peu de la famille, de la vie privée, tout ça. Et il lui dit bah vas-y semaine prochaine on se voit sur le ring. Et puis en tout cas il est prêt à en découdre. Donc on part sur une feud, voilà où on va vraiment dans le registre personnel, la douleur, la souffrance. Nakamura, est-ce que finalement c'est pas un bon Nakamura là enfin qu'on retrouve? Ah, moi là-dessus, je reste malheureusement Aïe. perplexe sur le bon Nakamura, donc je ne vais pas le juger, puisque de toute façon, comme j'ai pu le dire dans les anciennes reviews, malheureusement pour moi, Nakamura n'existe plus. Hein, il a tellement de passifs que je ne peux plus du tout m'enflammer pour lui. Donc il faut qu'il se réinvente. Et pour l'instant, bah, le peu que j'ai vu, c'est qu'il parle japonais. Et donc je suis pas encore du tout convaincu. Et puis pour le reste, ouais, c'était le début de Pro de Seth Rollins, c'était bizarre. On en parlait un peu. Edge, on se demande si c'était sa fin de carrière. Bah lui, c'était un peu limite ce qu'il nous annonçait là, en disant mon temps à compter. Je sais pas pour combien de matchs j'ai encore. Enfin, ça faisait Bah un peu ouais. flipper. Bon, je pense que c'est juste un angle hein, parce qu'ils n'avaient pas grand-chose à raconter. Et puis qu'il fallait bien comme dire parce que c'est compliqué quoi de faire une rivalité pour le titre de champion du monde face à un Nakamura qui ne représente rien finalement à la WWE depuis des années. Donc bon, il Bah, tente cet angle-là. Vivement que Payback soit passé pour qu'il passe à autre chose. J'espère que ça va être un truc qui dépassera pas le pay-per-view par contre. bah, c'est ça, ils nous affaiblissent Rollins sciemment et c'est un petit peu dommage. Mais bon, j'espère juste qu'ils feront des très bons jeux de mots puisqu'ils ont l'air de dire que Rollins a mal au dos entre payback, back, tout ça. Enfin, il y a moyen de se fendre la poire et puis des jeux de mots en japonais aussi. Non, bah écoute,
Moi, je suis pas je suis comme toi, hein. Nakamura, c'est depuis longtemps une déception et quelqu'un qui fait pas grand-chose. Il faut construire ce règne quand même de Seth Rollins, qui a un nouveau règne, hein, finalement, qui a pas eu grand monde, qui sort d'une longue feud plutôt de qualité contre Finn Balor, mais là on a tourné la page. Et ben voilà, pourquoi pas, on ressort un petit peu Nakamura. Il est quand même populaire auprès du public, tout le monde. Et il fait a l'air de le considérer comme un danger, une superstar. Voilà, il reste un peu crédible dans l'affiche, voilà, Nakamura versus Rollins. Après, dans la possibilité de gagner ou de nous sortir une grosse feud, je suis plus sceptique, mais comme toi, je pense que va être peut-être pour un coup à payback et puis ça va vite terminer. En tout cas, ça me plaît un peu plus quand même de voir un Nakamura, voilà, qui la joue vraiment comme le font les catcheurs, hein. On est heel, on est méchant et pas celui qui essaye de parler en anglais en allant à 2 à l'heure et qui dit 3 mots. Ça, au moins, si on peut se débarrasser de ça, je suis pas contre. Allez, débarrassons-nous-en. Allez, en parlant de débarrasser, ça a dû te faire plaisir, hein. Rhea Ripley s'est débarrassée de Candice LeRae en à peu près 1 minute et demie par soumission, donc en lui tordant les jambes dans tous les sens, une cloverleaf. Voilà, un Candice LeRae qui a pas fait plus long feu que Indy Hartwell, Oui. mais ce qui était important, c'était juste après, hein, parce que Raquel Rodriguez a débarqué sur une béquille, hein, en boitant. Alors, Rhea Ripley, elle se marre, elle est avec Dominique, ils se marrent, ils sont en train de l'imiter là, avec la béquille. Sauf que, oh là là, mon Dieu, surprise, coup du sort qu'on n'avait jamais fait à WWE. En fait, Raquel, elle a pas besoin de la béquille. Elle la What? jette. Waouh, si, elle la jette sur Dominique et elle essaie de tabasser Rhea Ripley. Mais Rhea Ripley ont réussi à sortir du ring avant de se prendre trop de blessures. Et Raquel n'en a pas fini, elle prend le micro, elle dit ah, dis donc, ça y est, je suis clear to compete, je suis disponible à catcher, je suis autorisé à catcher, et j'aurai un match à payback. Donc elle aussi, visiblement, elle est au courant des bookings avant tout le monde. Et donc on nous prévient, ben voilà, on aura un quadruple R, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez à payback. Est-ce que là, ça t'enthousiasme un petit peu, Raquel Rodriguez? Je sais que tu as aussi des doutes, hein. Oui, voilà, malheureusement, enfin, c'est comme important de le signaler, hein. On se retrouve du coup avec les deux affiches pour les deux titres suprêmes de Money Electro, avec des challengers qui sont pas convaincants pour l'instant. Mais bon, là, à la différence de Nakamura, Raquel, ça fait quand même un bout de temps qu'elle tourne autour de Rhea. Donc je pense qu'à un moment, il fallait l'envoyer parce qu'il y a plus grand chose dans la division féminine à part elle, vu que Becky est bloquée par l'autre là. Quitte à prendre la moins des mauvaises solutions, c'est Raquel. Et effectivement, c'est clairement pas les Candice LeRae et compagnie là. 1 minute 21, elle a fait quand même Candice LeRae, hein. C'est un bon temps, hein. C'est un squash, voilà. Euh, bah, oui, que dire de plus? Vivement que ça avance et j'espère une bonne surprise de la part de Raquel Rodriguez, qui, elle, par contre, nous a parlé espagnol la moitié du temps. Elle a dû oublier qu'elle était à Québec. Ouais, moi je suis assez bon. On va lui laisser sa chance. Je trouve que c'est dans la dynamique, c'est cohérent et donc je suis assez curieux de voir le match, mais ça me dérange pas. Raquel Rodriguez, je trouve qu'elle a fait beaucoup de boulot. Peut-être pas in ring, elle a quelques limites, mais pour avoir une personnalité, une certaine sympathie, je trouve. Donc il faut de toute façon, il faut un petit peu que Rhea elle fasse des choses, hein, parce que sinon elle est championne sans défendre, c'est un peu dommage. Et je préfère Raquel à Liv Morgan, donc si c'est ça les Oui, choix qu'on clairement. a, ça me dérange pas. Mais tu sais quoi, tu as raison, on va en profiter pour se faire une bonne grosse session féminine. Allez, peuple de catch-up, c'est le moment des filles. Et Becky Lynch, et oui, elle est occupée. Becky Lynch, elle est venue sur le ring pour nous dire que voilà, elle lâche rien, puisqu'on sait maintenant, ça a été booké, qu'il y aura une revanche entre Becky Lynch et Trish Stratus à Payback dans un Steel Cage match. Voilà, Becky Lynch a dit qu'elle, c'est un survivor, c'est une lutteuse, c'est une bagarreuse, elle est toujours revenue. Voilà, elle lutte, elle se blesse, elle repart. Donc elle n'a pas du tout peur d'avoir un match à Payback et d'avoir un match en cage, mais elle a un compte à régler avec Zoe Stark d'abord. Donc là-dessus, les méchantes débarquent. Trish Stratus parle un peu en français, enfin moyen, hein, puisqu'elle dit merci beaucoup Québec, mais elle dit qu'elle s'en fout en fait du Québec, qu'elle les aime pas, qu'elle n'est pas intéressée au Québec. Et elle arrive sur le ring. Bon, alors voilà ce qu'elle nous raconte. Mais sauf qu'elle se fait voler la vedette par le public. Le public, il lui scande des on s'en calisse. On s'en calisse. Donc on s'en fout. Et Stratus, elle comprend rien, parce que déjà qu'elle comprend pas le français, alors elle comprend pas le québécois. Et comme elle sait pas trop tenir un micro là ce soir, elle est perdue. Donc elle dit je comprends pas, je comprends rien, c'est du français, je comprends pas.
Et donc, elle a des grosses pauses dans son discours. À un moment, elle nous dit, ah oui, tu crois que j'ai peur de ce Steel Cage match? Puis là, elle s'arrête un petit peu. Donc Becky Lynch lui prend la main, elle dit, ouais, t'as l'air d'avoir peur. Elle dit, bah oui, oui, j'ai peur, mais j'avais peur quand j'ai commencé à 24 ans, j'avais peur quand on m'a dit de faire le premier main event féminin. J'ai peur, mais à chaque fois, je domine tout, hein, je kill it all. Et là, elle dit, bah, je vais pas avoir peur dans ce match-là, je vais me défoncer dans ce Steel Cage match. Et elle dit, bah oui, et tu voulais parler de Zoé Stark aussi. Et du coup, Becky Lynch a fait, ouais, ouais, Zoé, bah, du coup, toi, je t'affronte Trish à Payback en cage, mais bah, la semaine prochaine, j'affronte Zoé Stark dans un False Count Anywhere, donc c'est l'inverse. Voilà. Bon, bah, Becky, elle aussi, elle boucle les trucs et elle s'en va au micro, visiblement toute contente de son coup. Bon, moi, j'ai trouvé que dans ce segment, c'était surtout le public qui nous avait régalé, mais sinon, c'était quand même un petit peu laborieux, non? Laborieux, ouais, ouais, et je me suis demandé si les deux filles n'avaient pas oublié leur promo, quoi, parce qu'elles se sont toutes les deux relancées en mode tu devais dire ça, maman. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, t'as raison, merci de me le rappeler. Donc c'était un peu compliqué pour les filles. Le style quel match, j'avais pas tilté qui était à Payback. Bon bah voilà. Payback is a bitch. Et donc on aura un match de Trish Stratus en cage là-bas. Que dire de plus? Non, c'était mauvais. Et c'était mauvais parce que bah c'est quand même con parce qu'elle nous a fait un début de promo en français, en plus qui marchait bien, hein, son début de promo en français. Elle était soutenue par le public. Après, elle a fait le coup de heel turn qui était Ouais. vu à 10 km. Et par contre, quand il lui aura répondu en français, elle a été perdue. Et alors là, elle a complètement perdu ses moyens. Et je suis désolé, hein, je comprends pas. Bah oui. Bah oui. Et en gros, le public disait, on s'en fout. Et puis, bah, je pense que ça résume à peu près bien ce que tout le monde pense de cette rivalité. Eh bah oui, les Québécois sont irréprochables, sont des gens efficaces, sérieux, travailleurs, et hop, ça envoie, on s'en calait, c'est passé à la suite. Non, bah, moi ça, j'ai trouvé ça au moins rigolo parce que ben finalement, hein, si on avait eu ça dans un stade anglophone, on aurait eu une promo sans intérêt et en plus un public qui aurait pas dit peut-être grand chose de plus que, oui, il aurait peut-être dit, je sais pas moi, we don't care ou je sais pas quoi, mais au moins on n'aurait pas eu ce moment un peu surréaliste. Donc ça m'a au moins fait marrer sur ça. Merci les francophones. Et pour le reste, bah écoute, encore 2 semaines à tenir, c'est ça. On va avoir un False Count Anywhere, ce qui est une stipulation un peu con, puisque ça veut dire que Strish, elle peut intervenir quand elle veut, pour le coup. Bah oui. Mais bon, Voilà. Becky, ça n'a jamais été la lumière la plus brillante de la guirlande, hein. Ouais, c'est une très belle expression. Et puis après, ben, Steel Cage, on l'espère qu'il va enfin finir cette rivalité. Mais on est à l'abri de, on est à l'abri de rien chez les filles. On est à l'abri de rien, et les filles elles-mêmes sont à l'abri de rien, hein, puisque coup de théâtre la semaine dernière, les championnes par équipe féminine ben, ont totalement ont renouvelé à 50% leurs effectifs, puisque Chelsea Green a perdu Sonia Deville. Décidément, il y a beaucoup quand même de blessures ces temps-ci. Et qui c'est qui la remplace? Ben, Piper Niven, qui s'est autorisée à devenir championne. Donc je crois que c'est peut-être pas une première bien sûr dans l'histoire de la WWE, mais enfin voilà, maintenant il y a des gens, ils deviennent champions parce qu'ils décident que c'est eux les Parce qu'il champions. décide, ouais. Ouais, bah Voilà. c'est. Ah, là, comme ça, de tête, j'avais trouvé cet exemple-là du. Merde, je l'ai perdu. Si c'était Jericho et Big Show qui étaient champions, puis ils avaient été remplacés par. Non, c'était Jericho et Edge qui étaient champions, et il y avait remplacé Edge par Big Show. Ça existe, ça se fait. Bah voilà, le Piper Niven et le Big Show de la division féminine. En tout cas, c'est un peu l'effet qu'elle peut faire sur le ring, hein, puisqu'elle détruit tout le monde et que les deux championnes avaient un match contre les petites nouvelles, la Kaden Carter et Katana Chansey. Et ben, il n'y a pas eu beaucoup de chance pour Chansey, hein. 1 minute 30 de match. En gros, Piper Niven entre sur le ring, elle fait un rebondi dans les cordes, elle fait un gros running crossbody et 1, 2, 3, c'est plié. J'ai cru que ça allait donner un truc après, mais en fait, visiblement, je pense qu'on n'est pas du tout prêt encore dans cette division féminine tag team à savoir ce qu'on va faire, que la blessure de Sonia Deville réorganise peut-être un petit peu les plans. Donc, bah voilà, on a une championne écossaise, écoute, à la WWE. Et puis, ben, pour la suite, bon, Chelsea Green a été marrante, je trouve, dans l'interview backstage un peu avant. Ouais, elle essaye de faire la belle, et puis, ben, Piper Niven lui fait fermer son clapet en disant c'est bon, l'interview est finie, allez, vas-y, va sur le ring. C'est peut-être le truc qui m'a le plus amusé de cette séquence. Bah, de toute façon, ça va être l'intérêt principal de tout ce truc-là, ça sera la relation entre Piper et Chelsea, hein. Il y a pas du tout de plan d'arrière et la seule équipe qui reste à WWE, elle vient de se faire rouler dessus en 1 minute 36. Bah voilà, je pense que tout est dit là-dessus. Ouais, il y a du boulot là. Il y a du boulot à construire chez les filles encore. C'est là-dessus que nous fermons notre parenthèse féminine avec donc un segment qui enchaîne ensuite
avec le Miz qui vient nous parler, qui lui aurait pu amener une femme, mais non, parce que le public scande, on veut Maryse. Mais il dit non, Maryse est pas là ce soir. Maryse, elle est de Montréal, elle viendra pas à Québec. Ah, ça c'est bien joué de la part du Miz, hein. Là, Ouais, lui, il a géré. il sait jouer avec la foule. Il va même voler. Alors, je crois que le public a pas compris, mais il vole la catchphrase d'Ellen Knight en la disant en français "Laissez-moi vous parler". Et voilà, il a sa marotte, le Miz, il a son sujet. En gros, lui, c'est une superstar depuis 20 ans, c'est le meilleur. Il a tout fait. Et Ellen Knight, c'est juste un truc du moment. Là, c'est le truc de la fin de l'été. Hein, c'est le hit du moment, mais ça va pas durer. Et donc, le Miz nous dit ce soir, on m'a laissé choisir mon partenaire et je vais affronter un adversaire qui est plus fort que tous les adversaires que Ellen Knight a jamais affronté. Et arrive Akira Tozawa. Ah là là, qu'on n'avait pas vu depuis des lustres. Énorme Akira Tozawa qui débarque. Le Miz qui lui dit au passage que c'est quand même un ancien champion 24/7 et que c'est dommage que ce titre n'existe plus parce qu'il irait parfaitement à LA Knight. Là, on tire à boulet rouge. Hein. Mais Akira Tozawa, il n'est pas là pour jouer le jeu du Miz. Hein. Il va même provoquer le Miz, le Miz qui l'interroge un petit peu, qui lui dit alors c'est une grosse opportunité, c'est un gros match, l'acta contre moi. Et Akira Tozawa qui fait des yeah, yeah. Donc ça part un petit peu en taquinerie. Sauf que LA Knight débarque lui-même, et là, encore une fois, énorme pop stratosphérique. Le public du Québec était à fond ce soir pour les Canadiens, mais il est aussi pour LA Knight. LA Knight qui vient aux abords du ring, qui vient commenter, et qui vient commenter un match qui va être beaucoup plus long que prévu, hein, beaucoup plus que tout ce qu'on a pu voir chez les filles. Un petit match de 7 minutes 19, dans lequel Akira Tozawa nous rappelle qu'il est quand même un petit peu high flyer et qu'il sait faire 2-3 trucs. De toute façon, le Miz, il est déconcentré. Hein, il n'arrête pas de regarder LA Knight. Et c'est même ce qui va lui porter tort, puisque alors qu'il essaye de préparer et de vendre son Skull Crushing Finale, il se fait attraper dans un très bel hommage au titre 24/7, dans un magnifique roll-up, et 1, 2, 3. Akira Tozawa gagne, le Miz est furieux, il insulte l'arbitre, et il ne voit pas que LA Knight vient le choper en lui portant son finisher. Voilà, on continue, là on rentre de plus en plus dans le dur dans cette feud, on a parlé de SmackDown tout à l'heure, est-ce qu'on grimpe dans une étape, et ça te plaît ça, tout ça, papy? Je suis toujours partagé sur l'affaire. Le, alors, le Tozawa qui sert de bouche-trou, on l'avait déjà eu, je ne sais plus dans quel match il y a quelques semaines. Quelqu'un qui avait choisi aussi Tozawa pour dire je vais affronter un vrai adversaire, puis il a battu Tozawa. Je me demande si c'était pas Dominique Mysterio qui a fait ça il y a quelques semaines, pour prouver que c'était un grand catcheur. Donc là, c'est le Miz qui s'y colle. Bon, cette fois-ci, ils ont été sympas, ils ont laissé la victoire à Tozawa comme pour pas qu'il se fasse humilier à chaque fois. Et pour le reste, le Miz fait très très bien le boulot. Comme depuis le début de la rivalité, là, franchement, alors certes, Elena était une pop assez monstrueuse, mais alors, heureusement qu'il y a le Miz pour tenir cette rivalité, parce que de l'autre côté, j'ai trouvé que les Knights étaient faiblards au micro, mais de façon vraiment chelou, quoi. Parce qu'il s'est retrouvé aux commentaires. Et après, voilà, il a dit c'est son style. Donc peut-être que c'est volontaire, mais il n'a pas commenté le match. Il n'a pas non plus essayé de mettre en valeur qui que ce soit. Il a juste fait le LNA classique, c'est-à-dire qu'il a balancé des fions sur le Miz pendant 7 minutes 19 là, en disant et le Miz ci, et le Miz ça, et le Miz ci, et le Miz ça, et le Miz ci, et le Miz ça, et puis pendant 7 minutes, et puis à la fin, il fait son blockbuster, donc il a une nouvelle fois rien raconté, mais je pense qu'il n'a rien à raconter. Euh, Peut-être que ça tiendra comme ça. Je ne demande qu'à voir. Je reste quand même assez circonspect sur le fait qu'un mec qui a si peu à raconter puisse progresser, quoi. Voilà. J'arrive toujours pas à comprendre le délire, quoi. Mais bon, ça marche toujours. Je force de le constater. Ah, ça marche de ouf, hein, et peut-être qu'il n'a pas besoin de faire plus pour le moment. Hein. Alors après, l'interrogation du Miz est légitime. Est-ce qu'il va durer? Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'on va se lasser? Ou est-ce que la WWE va moins miser sur lui? En tout cas, là, tant qu'on tente, ça a l'air de marcher vachement bien. Et puis voilà, il a volé un petit peu la vedette. Moi, j'ai trouvé tout ça vachement cool, encore une fois. Enfin, globalement, ça me plaît bien. Tozawa qui vient clairement jouer la serpillière, mais qui arrive à tirer son épingle du jeu et à qui, voilà, tout ça est scénarisé, bien sûr. Donc, on lui laisse sympathiquement tirer son épingle du jeu. Hein. On n'est pas du tout. Voilà, il nous a pas fait une Candice LeRae ce soir. Il est venu s'amuser un petit peu. Il est venu rappeler vaguement un peu qui il était quand même. Faire 2-3 moves. La foule a pas popé de ouf spécialement à son arrivée, mais ensuite elle a un petit peu rigolé quand même. Donc il nous a rappelé les grandes airs de couillonnade du 24/7. Donc j'ai trouvé tout ça plutôt sympa. Pour le moment, on ne confirme rien, hein, même si on imagine peut-être un match à payback, mais on continue d'installer en tout cas une feud.
et qui se trouve sur les deux shows. Donc voilà, le Miz bien sûr, mais LA Knight d'autant plus, c'est un peu le wild card, là, le joker pour faire popper un show. Hein. On dirait vraiment qu'on peut plus vendre un show télévisé sans le faire apparaître parce que le public Ouais, veut le voir. Hein. je suis pas sûr. Moi, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plus dans le sens où il n'y avait pas d'adversaire qui puisse s'en occuper sur SmackDown. Donc, du coup, ils ont été obligés de délocaliser la feud à Raw. Et comme il est toujours officiellement SmackDown, eh ben, on le voit sur le double truc. Mais je crois pas que c'est parce que Raw, je pense pas que Raw ait besoin d'LA Knight. Par contre, LA Knight avait besoin du Miz pour s'occuper là parce que, enfin voilà, hein, depuis des semaines, sinon c'était top 2 là, ses adversaires. Donc, le Miz lui sauve un petit peu la feud. Ah bah, c'est une progression, on va voir ce qu'il peut en faire. Mais pour le moment, ça a l'air de plutôt marcher. Grâce au Miz, évidemment, qui est quand même un adversaire de qualité quand on veut feuder pour se lancer quand même dans le business. C'est un très bon choix. En tout cas, il fait tout pour mettre en valeur l'autre. Ça, c'est. Alors, il y aura Toujours. dans le ring. Je pense pas du tout qu'il va aider les Knights. Mais là, en termes de micro, il aura quand même tout. Il fait tout pour le vendre là. Hein. Alors, il y en a un ancien copain de Miz qui va faire une toute petite apparition dans une salle ou je ne sais pas où assis, Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa qui nous dit que lorsqu'il y a eu le title shot pour le titre intercontinental, il était à deux doigts de battre Chad Gable, mais il n'a pas réussi. Qu'il était en feud contre Shinsuke Nakamura et maintenant c'est Nakamura qui vole vers le titre de Seth Rollins. Donc il dit bah voilà, je suis toujours le mec à deux doigts, ça m'est déjà arrivé, mais il veut plus être ça. Maintenant il veut gagner, il veut faire les choses par lui-même, les do it yourself. Donc il nous fait des petites références. Est-ce que Tommaso Ciampa est en train de nous dire qu'il va aller chercher son copain Gargano et qu'il va reformer une tag team? Est-ce que Papy, tu as eu cet espoir dans tes yeux, dans tes oreilles? Alors moi, j'avais une vision là-dessus il y a quelques semaines quand Ciampa était en galère avec ses histoires avec Bronson Reed et Nakamura. Je pense que ça serait la seule chose qui serait intéressante et pour Ciampa et pour l'autre. Parce que de toute façon, moi, c'était DIY, c'était une équipe que j'aimais plutôt bien, NXT. Et puis globalement, je leur vois pas d'avenir ni pour l'un, ni pour Ciampa, ni pour l'autre. Dans le main roster, vu sur ce qu'ils nous ont montré depuis qu'ils sont montés. Donc ça peut être une bonne opportunité pour eux d'avoir du temps d'antenne sans paraître trop sans intérêt, quoi. Ah ouais, moi j'aime bien Ciampa. Enfin, évidemment, il est pas mis dans le haut du panier, mais je trouve que pour le coup, on en parlait souvent des aptitudes physiques des uns et des autres de NXT. Ah, c'est quand même un des plus costauds, je pense qu'on ait vu là, musculairement parlant. Il est toujours hyper impressionnant. Il tient un micro, je trouve pas mal. Hein. Il tient un regard là. Ses promos vestiaires, c'est pas toujours facile et c'était bien. Je trouve ce qu'il a fait là, comment il le dit, comment il le récite, comment il nous délivre sa perf. Donc, je pense il y a une possibilité en solo pour ce mec-là. Ce serait peut-être presque étonnant, je trouve. Enfin, moi, du coup, DIY, je suis pas tout à fait de ton avis. Je trouverais presque aller chercher Gargano, qui visiblement, lui, a pas spécialement fait l'affaire et qui a pas fait grand-chose à part les trucs avec justement le Miz et Dexter Lumis. Ça serait presque ouais, un petit retour en arrière, un petit aveu de faiblesse pour ce qu'on veut faire de Ciampa. Mais bon, c'est encore une fois un mec pas tout jeune. Peut-être que c'est ce qu'il faudra pour lui donner peut-être 2-3 ans de plus à la WWE en lui trouvant une place. Mais j'aurais bien aimé voir un peu plus de chance tentée en solo dans tout ça. Oui, mais c'est clair que c'est un des deux qui doit se sortir, c'est Ciampa. Mais Ouais. je trouve quand même que depuis qu'il a monté en main roster, il y a une première chance en tant que laquais du Miz, ça n'a pas marché. Et là, il y en a une deuxième là en tant que solo. Alors, c'est pas des énormes chances, hein, mais n'empêche il sort pas du tout du lot pour l'instant. Et bon. On verra bien. On verra bien ce qui lui arrive. Peut-être qu'il aura décidé d'aller chercher un copain et que ça va peut-être lui sauver la mise et l'aider à mieux se placer dans les semaines à venir. En tout cas, nous arrivons au main event avec Kevin Owens et Sami Zayn. Et donc le Judgment Day qui n'a pas choisi, et c'est Rhea Ripley qui choisit et qui a chopé Finn Balor et Damian Priest et qui les envoie tous les deux en leur disant allez, vous faites équipe, vous réglez vos problèmes, vous faites pas chier. Et bon, Finn Balor et Damian Priest, ils ont pas trop le choix, mais ils ont l'air d'être plutôt d'accord. Et donc c'est parti pour un match tag team à 2 contre 2 avec évidemment du monde au bord du ring, hein, puisqu'on a Rhea Ripley, on a Dominic Mysterio. Et puis assez vite, on a JD McDonagh qui arrive. Et on va jouer un petit peu avec la mallette qui va servir à frapper les uns et les autres. Mais tout d'un coup, JD McDonagh, il lance la mallette pour Finn Balor. Mais Balor l'attrape pas au milieu du ring, c'est Owens qui l'attrape. Et Owens, il tape Balor. Et l'arbitre l'a vu, hein, là c'est en plein ring, tout le monde le voit.
Donc, disqualification. Hein. Mal joué, Kevin Owens. Le Judgment Day a gagné. Sauf que ça part en baston général et Cody Rhodes débarque. Cody Rhodes avait quand même un programme. Et il arrive et il dit non, 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 les gars, on fait pas ça. On passe à autre chose. On veut un 3 contre 3 ce soir. On est 3, vous êtes 3. Et ben, c'est parti. Et Adam Pearce confirme. On aura un 3 contre 3 pour finir. Donc, ce main event n'en était pas un. En tout cas, on en rajoute une couche. Parce que là, ça avait duré 2 minutes et demie. Hein. C'était vraiment très court. Et là, on va partir sur quelque chose d'un peu plus solide, de quasiment 15 minutes, où on va avoir une perf collective d'à peu près tout le monde dans tout ce qu'on peut attendre dans ce type de match. Hein. Kevin Owens qui a des gros moments de folie. Kevin Owens qui prend quand même à l'extérieur du ring un power slam de Rhea Ripley. Donc on a aussi l'intervention des filles, enfin de la fille, de la maman. Mais ça va finir quand même par un enchaînement finisher impressionnant sur le pauvre Dominic Rey Mysterio, Crossroads, tag avec Sami Zayn, Elova Kick, tag, stunner, 1, 2, 3, victoire des gentils. Et Sami Zayn prend le micro en disant au public québécois, en les remerciant et en leur disant même, en montrant ses 2 ceintures de champion tag team réunifiées, le rouge, c'est pour le Canada, et le bleu, c'est pour Québec. Merci, bonsoir, papy. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette fin? Ah bah je suis partagé, encore une fois, ce sera mon mot de la review, je suis Partagé. partagé. Je suis partagé parce que je trouve que Cody Rhodes est une pièce rapportée extrêmement encombrante sur cette affaire, puisque finalement l'histoire se racontait très bien sans lui. Et en fait, j'arrive pas à comprendre en fait comment dire, il s'approprie en fait les réussites des autres. Ça me stresse énormément ce que fait Cody Rhodes, parce que en fait il joue le rôle de Cena, mais le Cena qui a 12, 13, 14 titres, tu vois, alors que lui il en a 0. Et c'est quand même le mec qui va te dire, ah, je vais te booker les matchs, attends, je vais généreusement laisser le finish à Sami Zayn et Kevin Owens, alors que bon, ouais, ils ont pas besoin de lui, hein, les gars. Ils ont surtout Kevin Owens, il a quand même un palmarès qui est vachement plus gros que Cody Rhodes. Et Sami Zayn, je pense qu'il a aussi un palmarès plus gros que Cody Rhodes. Alors kiff kiff, des tag teams et des ceintures intercontinentales, ils ont la même chose, hein. Et je ne comprends pas pourquoi on le positionne aussi, pourquoi lui se positionne aussi haut, du style je suis au-dessus de tout le roster. C'est moi qui décide, c'est moi qui fais. Je vous laisse profiter de la pop. Attention, je ne veux pas de la pop, c'est vous qui êtes chez vous, les bouseux là. Profitez-en, profitez-en. Je m'écarte. Alors qu'il fait tout pour se mettre en lumière. Donc c'est cette espèce d'hypocrisie du personnage de Cody Rhodes qui je n'arrive vraiment pas à comprendre, mais qui, comme pour LA Knight, ça pop aussi. Donc je dois être décidément complètement à côté de ce qui fait aimer les gens désormais. L'hypocrisie marche. Et pour le reste, bah non, les Canadiens, ça a marché, c'est l'esprit au chaud marche toujours. Le petit segment français à la fin, là, ça fait chaud au cœur des Canadiens, on le sent bien. Ça m'a juste manqué un petit peu d'avoir un. Je me suis mis dans la peau de l'Américain qui parle pas un mot de français, qui doit quand même se dire, j'ai pas bité grand chose à ce show. Et je pense que ça n'a pas fait de mal qu'il y ait un petit mec, un francophone, un Canadien, je sais pas qui soit au micro pour un peu expliquer un peu ce qui se racontait, pour peut-être rendre le truc plus accessible. Après, peut-être que c'est moi qui me fais des films pour rien. Peut-être que c'est très très bien passé aux États-Unis ces segments-là. Mais c'est vrai que je me suis souvent posé la question en regardant ce Monday Night Raw de me dire est-ce que les gens comprennent en fait. Parce que pour nous c'était clair comme de l'eau de roche, mais alors pour quelqu'un qui bite pas un mot de français, bon courage. Donc voilà, c'était mon petit mes petites notes de ce main event partagées encore une fois. Oui, je partage justement un peu ton opinion sur Cody Rhodes, qui est un top babyface main eventer, visiblement, ça c'est acquis, qui a fini sa feud avec Brock Lesnar, ça a l'air clair, et pour lequel on ne sait pas trop quoi faire. Hein. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire? Moi, ce que j'avais un peu pressenti, enfin ce que je croyais sentir, c'est que après cette grosse feud entre Finn Balor et Rollins, on allait passer plutôt à du Finn Balor contre Cody Rhodes, plutôt on va dire dans un enrobage un petit peu solo, un petit peu
un petit peu ancienne gloire du catch qui sont là depuis des années, qui ont tout fait, qui ont fait des scènes indépendantes et tout, et que le reste du Judgment Day allait plutôt continuer de taquiner les ceintures tag team. Mais c'est pas aujourd'hui, en tout cas, que ça s'est clarifié. On est resté plutôt dans un brouhaha. Mais t'as raison, ouais, ça ressemble à du Sénat. Là, il débarque, il vient sauver tout le monde. Il dit, allez, on fait 3 contre 3. Bah, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que la WWE, peut-être que Vince rêve du nouveau John Cena pour Cody Rhodes. En tout cas, ça continue de faire des alignements de main event qu'on a vu, revu, re-revu, sans que pour le moment ça nous détermine grand-chose, puisque ben les ceintures tag team, ça fait hyper longtemps qu'elles n'ont pas été défendues, puisque Kevin Owens était un petit peu en pause. On avait mis temporairement Matt Riddle au milieu de tout ça, mais ça n'a pas trop duré. Bon, c'était un gros spectacle, effectivement, presque de house show, avec un main event où on enchaîne sur un finisher, voilà, sur un gros finisher de tout le monde, parce que ça régale. Tant mieux pour Sami Zayn et Kevin Owens qui ont bien profité. Et puis bah voilà, on dirait que Cody Rhodes, en fait, limite, oui, c'est pas lui qui sert la FUD, mais comme tu disais tout à l'heure pour les Knights, c'est la FUD qui se sert, enfin c'est lui qui se sert de la FUD, pardon, plutôt, pour rester en disant oui, oui, mais si, je suis un main eventer, mais oui, oui, je suis au top, mais oui, oui, je suis le babyface parce que je suis là. Mais en fait, il a d'histoire avec personne, hein. Enfin, il avait eu une histoire avec Dominique, puisque c'était le match que nous avions vu à Money in the Bank à Londres, mais à part ça, ouais, il s'occupe, quoi. C'est un petit peu le sentiment qui est un peu Il dommage, je parasite, trouve. il parasite les rivalités, Il Cody Rhodes pour parasite l'instant. même, tu dis. Ouais, ouais. En tout cas, Mais bon, il s'en sert. ben, c'est ça. Et à noter, c'est vrai que tu l'as dit dans le descriptif et je l'ai pas relevé, mais qu'il y a toujours la feud dont on ne parle pas, la feud Finn Balor et la mallette, hein, puisqu'il s'est encore pris la mallette dans la gueule, comme à chaque fois depuis 4 semaines. C'est vrai que là aussi, on est sur, on a une espèce de grosse pause, hein. C'est assez étonnant. Bon, ben, ce soir, Rollins, il était même pas sur le ring, mais où on dirait que Rollins, il est parti dans son truc. Bon, bah, il a sa feud avec Nakamura et les autres, du coup, ils sont plus du tout dans l'urgence de dire, ah, il faut cacher, qui va être champion, c'est toi, c'est moi. Non, non. C'est comme si maintenant la mallette, ils avaient plus le droit de l'utiliser. Ils l'oublient momentanément. Bon, bah, ils ont d'autres business, hein, comme le dit Réa, ils ont beaucoup de business à gérer, donc c'est compliqué, hein. Faut faire les choses petit à petit. Ouais, après, c'est peut-être des fausses pistes. On sait bien comment c'est la monnaie de banque et c'est comme ça que ça marche d'autant mieux, hein, quand tu te dis, bon, c'est bon, pour l'instant, on fait une petite pause, on les voit plus tourner autour de Rollins et puis en fait, c'est à ce moment-là où ils vont sortir. Je pense que ça serait finement joué de la part de WWE. Ah, c'est logique. Je pense que il y a des cash-ins qu'on attend et qu'on voit venir de loin, comme celui d'Io Sky, et il en faut de temps en temps des Exactement. cash-ins qui sortent un petit peu de nulle part. Voilà, c'est le coup du magicien. Je te mets la main de gauche qui te fait un signe pour faire quelque chose de la main droite. C'est ça. Ah bon, et ben papy, quelle magie vas-tu pouvoir nous sortir pour ton mot de la fin, pour ton top, ton flop et ta note sur ce Monday Night Raw québécois? Ce monde est trop magique, ce monde est trop historique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Pour le top, bah alors, contrairement à tout ce que j'ai dit dans le show, je vais me pas positionner en tant que francophone et donc du coup, je vais me donner le top à la francophonie. Moi, ça m'a fait chaud au cœur de toute cette langue française sur nos beaux écrans WWEsque. Et je me suis mis dans la peau du mec qui devait être dans la salle. Ça va être un pied monumental. Le flop, je vais le donner. Est-ce que je tirais sur l'ambulance et les Knights? J'hésite. Non, je tirais sur l'ambulance Trish Stratus, hein, quand même. C'est, je vais quand même suivre le public qui dit on s'en fout. Donc ça mérite un flop. Quand tu as un public qui dit on s'en fout à la télé, c'est vraiment pas bon. Et ma note, house show à la manière de SmackDown, house show quand même plus dynamique grâce à un public certainement plus investi et aussi on va dire un fil rouge qui s'est bien plus étalé parce qu'en fait à SmackDown le souci c'est que Edge on l'a vu comme main event, là on les a eu comme Judgment Day et les Canadiens durant tout le show, donc je vais monter un peu ma note, je vais simplement me limiter comme à 3,25 parce que un peu ce que tu as évoqué en conclusion et un peu ce qui se lit sur notre formidable Discord, venez nombreux nous donner vos avis, c'est que le main event devient un peu redondant. Alors moi je suis plutôt pour les main events All-Star Game avec toutes les stars du moment qui sont là. Le souci, c'est que les stars, ils ont tellement mis en pause leur création là ces derniers mois que tu n'en as pas 50. Et du coup, c'est tout le temps le Judgment Day qui fait l'affaire, quoi. Donc, je pense que ça, si un Gunther, par exemple, qui est en train quand même de pas mal monter, McIntyre, on en parlait tout à l'heure, je pense que ça serait bien de te tourner de eux, continuer à les booster pour qu'ils puissent tourner un peu et qu'on se retrouve avec des All-Stars, des main event All-Stars un peu plus variés. Voilà pour mon avis.
C'est noté. On continuera de faire des stats peut-être dans 10 ans sur la décennie catch-up, sur les Monday Night Raw, les Friday Night SmackDown, avec des jolies courbes de stats. Pour ce soir, en tout cas, moi, on va mettre un gros top à l'ambiance, hein, j'ai envie de dire. C'était vraiment très chouette. Je sais pas trop, je partage peut-être pas trop tes interrogations sur le ressenti du public américain, parce que ça restait vraiment des phrases très simples et des petits mots soit au début, soit à la fin. Un peu comme quand de temps en temps ils nous lâchent des mots. Mais c'est vrai qu'en général, quand ils nous lâchent des mots en espagnol, là, les latinos, ils traduisent de suite dans la foulée. Ah, está bien, yes, I'm good. Bon, là, ils nous ont pas fait du français anglais. Mais c'était chaud, c'était chouette de les entendre tous parler les uns après les autres. J'ai trouvé ça vraiment rigolo. Et puis un Kevin Owens, ouais, j'aurais pu mettre mon top à Kevin Owens. Ouais, allez, je vais mettre top à Kevin Owens en fait, parce que là, ouais, Allez, ouais, voilà, Kevin. Allez, fais-toi Kevin, plaisir. merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup. Et ouais, bah écoute, est-ce qu'on tire sur l'ambulance? On peut, hein, on s'en calisse, on va mettre un flop à Trish Stratus, voilà, qui ne sait pas gérer les foules 23 ans après son début de carrière, comme elle nous a dit. Du coup, on a fait aisément le calcul, hein, elle a commencé à 24 ans, et ben, elle est plus toute jeune, et peut-être qu'elle est un peu perdue par ce public moderne qui parle français, elle n'a pas l'habitude, elle n'est peut-être jamais allée encore au Québec dans sa vie. Moi, je mettrais une bonne note, hein, je mettrais un 3,5 quand même. J'ai trouvé que c'était vraiment chaud, j'ai bien aimé l'Intercontinental aussi, toute cette histoire là, ça fait plaisir, je trouve. Le Judgment Day, eh ben, mine de rien, je trouve que voilà, c'est installé, c'est persistant, c'est le fil rouge du show rouge et ça marque les esprits. Il reste du boulot à faire chez les filles, un petit peu en tag team, mais ça me fait plaisir de voir passer Drew, de voir placer les uns et les autres. Donc un très bon show, je trouve globalement, sur lequel je mets une bonne note parce que je suis plutôt satisfait. Oh, Maintenant, c'est bien de te voir satisfait. voilà, alors maintenant, papy, juste avant de finir quand même, on ne peut pas ne pas évoquer quelque chose qui est très loin de nous satisfaire. Dure semaine pour la WWE, très dure Ah bah semaine oui. pour les fans, très dure semaine pour les fans et pour certaines légendes de la WWE. Donc nous avons perdu en milieu de semaine, peuple de catch-up, Terry Funk, une légende du catch, une légende Des des gens grandes années, d'hardcore. ouais, voilà, une légende hardcore des grandes années de la WWE qui nous a quittés à 79 ans, qui aura bien eu une belle carrière et sûrement une belle vie plein de rebondissements. C'est beaucoup plus triste d'apprendre aujourd'hui, enfin ce matin même, le décès de Bray Wyatt, Wyndham Rotunda de son vrai nom, qui nous quitte à 36 ans seulement. Donc visiblement, en tout cas d'une crise cardiaque officiellement suite à des complications du Covid, hein. Donc on n'oublie pas de rappeler que c'est une sale maladie et qu'il faut toujours y faire attention. Donc, Bray Wyatt qu'on n'avait pas plus vu depuis le Royal Rumble, qui aura eu lui aussi des grands sommets dans sa carrière et qui aura sûrement écrit des moments que personne d'autre ne pouvait écrire et qui avait un second souffle un petit peu compliqué ces derniers temps, un retour. C'était un SummerSlam, non, c'est ça ou un Extreme Non, Rules. c'était Extreme Rules, je crois. Voilà, un Extreme Rules avec ce retour, avec la porte qui s'ouvre, la fumée, l'ambiance, et puis depuis un petit peu de difficulté quand même à s'installer, mais sûrement lié à des soucis de santé. Donc Mm. voilà, Bray Wyatt nous a quittés. Nous, on l'aimait bien quand même à Catch Up. On avait fait notre premier comptoir du catch sur le Fiend lors de son premier départ de la WWE il y a peut-être 2 ans maintenant, où on disait que c'était un personnage passionnant mais sûrement complexe et qui avait peut-être aussi du mal à tout accepter dans le business ou dans la façon de faire. Et ben voilà, on ne reverra plus Bray Wyatt et on ne reverra plus le Fiend. Donc merci beaucoup à Bray Wyatt et puis on pense à sa famille et à ses proches aussi. Yes, ouais, bon, je ne vais pas rajouter grand-chose là-dessus. Je vous invite vraiment à réécouter le comptoir du catch qui est dédié parce que euh, finalement, c'est l'essentiel de Bray Wyatt. Je pense que c'est peut-être mieux de s'arrêter sur son départ en tant que Fiend que son retour qui malheureusement était bien plus compliqué. Donc, réécoutez ce podcast pour rester sur les meilleurs moments de Bray Wyatt. Voilà, j'ai envie de dire. Bien pour nous, papy, l'histoire continue. Évidemment, le show must go on. On va vers un SmackDown qui sera très probablement adapté, modifié. Ouais. Voilà, on a eu quand même Là, une. là, 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 quand c'est un mec qui est enfin, qui est sous contrat en activité, je pense qu'il va avoir, ça va pas le chambouler tout le monde. Et puis le vestiaire doit être complètement chamboulé, quoi. Alors même si il était plus trop là ces derniers temps, il y a quand même pas de gars qui ont catché avec lui qui sont encore qui sont là. On avait vu, alors ça a été plus compliqué quand il y a eu Brody Lee, Luke Harper qui était parti parce qu'il était sous contrat ailleurs à ce moment-là, donc ils avaient fait un truc un peu plus soft
Mais en fait, ils avaient laissé les catcheurs rendre l'hommage qu'ils voulaient dans le ring, mais sans faire d'hommage officiel. Or, ils avaient fait un package vidéo, je crois quand même, mais pas un Oui. truc avec les cloches et tout le tout team. Là, Bray Wyatt, enfin, depuis, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un catcheur en activité, en full activité enfin, full. Si, bah, il était pas à la retraite. Il était un non-retraité, voilà, qui décède. Euh, je, je sais pas, c'est quoi? C'est Chris Benoit ou un truc comme ça le dernier? Je... Bah, qui était officiellement encore en contrat à la WWE, là, oui, je saurais pas dire. On a eu quelques décès jeunes, notamment, je pense à Umaga, mais qui était déjà plus là. Oui, c'est Euh, ça. hmm. Donc bon, ouais, donc bon, ah voilà. Donc on verra, mais je serais pas étonné que. Alors, est-ce que ça sera SmackDown? Est-ce que ça sera Raw? Bon, après c'est la WWE qui fera sa tambouille, mais il y aura quand même. Je serais pas étonné qu'il y ait des choses quand même. Voilà. Ouais, bah surtout que c'est un gars effectivement qui avait l'air de, mais qui a côtoyé beaucoup de monde, hein. On a déjà eu des réactions sur les réseaux sociaux de Roman Reigns lui-même, qui a quand même eu très souvent l'occasion de partager le ring avec lui. Bah, les Usos aussi à l'époque de la Wyatt Family, des Usos. Évidemment, bah, Ah bah, les membres de la Wyatt Family, c'est un cauchemar pour eux, franchement. mais, Alors, Rohan n'est plus là, mais bon, Strowman, et Strowman, il doit rendre le cafard, ce garçon. ouais, le pauvre. Mais c'était quelqu'un qui était bah, évidemment très connu, qui était en plus bah, c'est une famille du catch, hein, les Rotunda, donc certains ont probablement dans les vestiaires, dans les coulisses et dans les managements l'occasion de l'avoir connu tout petit, donc ça va forcément chambouler du monde et on verra bien, mais en tout cas on suivra ça et on sera évidemment sûrement touché et ému par les hommages qui pourront lui être rendus. Bon, Yes. c'est pas facile évidemment de finir un épisode là-dessus, mais vous le savez, peuple de catch-up, on est là pour raconter les tops, les flops de la WWE, les grands moments, mais aussi les moments pas faciles. Donc continuez à nous suivre et à interagir avec nous, hein. On est une famille, nous aussi, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, où vous pouvez vous abonner à la chaîne, sur les différentes plateformes de podcast, on est partout, hein. On est sur Deezer, on est sur Spotify, on est sur Google Podcast, on est sur Apple Podcast. Donnez-nous vos réactions à ce week-end, enfin à cette semaine canadienne. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous connaissez des expressions québécoises et si vous aimez le Québec ou si vous le détestez comme Trish Stratus. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci Papy d'avoir été avec moi pour cette grande aventure de super catch-up. Il fallait bien des Eh super ben, commentateurs, hein, et tu en fais partie. ah bah oui, merci à toi, Raphaël, pour cette super animation de ce super catch-up, pour ces super shows que nous avons pu rêver de manière superbe ensemble. Ouais, voilà, passez une super semaine et à très bientôt. Ciao tout le monde, ciao peuple de catch-up. Salut à tous! Allez, on souffle sur la lanterne et on s'en va. We are here.